sujets majeurs vont constituer l'épine dorsale de cette autre émission de cet hebdo ce dimanche sur Spectrum Télévision. Tout d'abord, il s'agira de comprendre les contours des résultats de la commission d'enquête sur le massacre de Garbour survenu le 14 février 2020. Et quant au second sujet, il s'articulera autour du coronavirus avec une emphase sur la mobilisation de l'État du Cameroun quant à sa capacité à contenir cette pandémie. Tout ceci se fera avec des invités choisis sur le volet. Faisons à présent connaissance avec les panélistes qui vont animer le premier sujet pendant 2 heures d'horloge sur votre chaîne de télévision. J'ai baptisé STV. Nous commençons donc avec l'honorable Samuel Motte, député RDPC, habitué de ce plateau. Bon après-midi, honorable. Bonjour, Narcisse, pour l'invitation qui m'a été faite. Également, je voudrais, par la même occasion, remercier la cellule de communication de RDPC qui a pensé qu'il peut parler ici au nom du parti. Je m'appelle Samuel Dieudonné Motte. Voilà, cette petite précision en valait la peine. Mais bien avant, il y a l'honorable. Alors, y a-t-il une actualité qui vous aura marqué au courant de la semaine, en dehors de celle à l'ordre du jour? Oh, pas spécialement, mais j'avoue quand même que du côté du coronavirus, j'ai plutôt eu un certain nombre d'indications qui avaient tendance à me réjouir, tout en le mettant entre parenthèses, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on passe d'une certaine satisfaction. Ce combat-là, c'est un combat de longue haleine, mais au moins, on a eu un certain nombre de signaux qui nous laissent penser que nous résistons plutôt mieux et qu'avec la discipline, avec les instructions qui nous sont données par l'administration, le gouvernement, avec également notre effort personnel en mettant, je veux dire, un point d'honneur à pouvoir respecter, suivre à la lettre l'ensemble de ces indications-là, nous supportons plutôt mieux la pandémie. Déjà là, j'ai dû entendre qu'on a été à peu près 1400 infectés et donc à peu près 600 guéris, donc ça qui ramène le nombre d'infectés actifs aujourd'hui autour de 600. Je pense que c'est une très bonne chose. On nous annonçait des pics, pour le moment les pics ne sont pas réalisés. Je voudrais également par la même occasion continuer à insister sur le fait que les gestes de protection que le gouvernement les édicte, il faut qu'on soit à cheval là-dessus. Et d'ailleurs, en venant également, vous avez vu que je portais un masque. Ce masque-là, il est de port obligatoire aujourd'hui. Et on n'a pas besoin de le légiférer pour cela. C'est un problème de responsabilité sociétale. Et il faut le respecter à la lettre. L'autre invité en plateau avec nous ce dimanche, il nous revient après quelques semaines d'absence, peut-être qu'il nous dira pourquoi. Il est journaliste, également consultant de cette émission, cet hebdo sur Spectrum Télévision. Lui, c'est Denis Kouebo, par ailleurs président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Bon après-midi, Denis Kouebo. Bon après-midi, Narcisse, et un salut chaleureux à tous ceux qui nous écoutent régulièrement sur cet hebdo. Faites bien de remarquer que j'étais absent. J'étais absent parce que j'ai beaucoup d'engagements, notamment des engagements nouveaux. Je suis allé me consacrer au lancement de African Finder, qui est un site d'enquête et de reportage sur le Cameroun. Je l'ai effectivement lancé en début de cette semaine, la semaine passée. Et désormais, il serait de moins en moins visible sur les réseaux, peut-être un peu aussi à la télé. Mais j'avais aussi envie de ne pas intervenir sur les antennes pendant cette pandémie. J'ai l'habitude de vous dire que je suis fondamentalement africain. Je suis né dans un village très loin d'ici, de Douala. Et nous l'avons en partage. Voilà, donc nos ancêtres avaient une attitude particulière en temps de pandémie. En France, nous avons entendu le chef de l'État français, Macron, dire qu'ils étaient en guerre. Et curieusement, beaucoup de Camerounais n'ont jamais considéré qu'ils étaient en guerre. Nous sommes plus en guerre que les Français, que les autres, parce que la pandémie du Covid-19 est un véritable défi à l'intelligence, défi à la science et défi aux us et coutumes aussi. Et donc, lorsque j'ai entendu toute la déferlante des discours extrémistes, violents, des discours propagandistes pendant cette crise-là, ça me posait un problème de conscience. J'ai préféré ne pas mêler ma voix à cela. Donc quand on est attaqué en Afrique, tous ceux qui sont sages, tous ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à apporter,
se retranchent, n'est-ce pas, dans leur base arrière pour penser comment faire. Le gouvernement qui a la charge des affaires de l'État au quotidien a édicté des mesures que tout citoyen, même le plus vindicatif, ou alors le plus populaire, entre guillemets, se doit de respecter. L'honorable a montré son masque, le mien est juste à côté aussi. À la maison, j'ai, malgré tout l'esprit critique qui est le mien, constaté que mon fils, le dernier, est toujours le premier à m'apporter la solution hydroalcoolique. Dès que je garde la voiture, il vient à côté pour me demander, n'est-ce pas, de me désinfecter les mains. Ça veut dire que le message est passé. Lorsque vous toussez à la maison, ce sont les enfants qui vous disent « Papa, on tousse dans le coude ». C'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre quelque chose. Donc, au lieu que tout le monde s'achemine vers cette union sacrée pour que l'immense majorité de notre population soit à l'abri, vous avez bien vu qu'il y avait la politique politicienne et ce n'est pas bon de mêler sa voix à la politique politicienne lorsque un pays est en danger. Lorsque le pays est en danger, tous les citoyens, sans exclusive, sont en danger. C'est toute l'infrastructure qui est en danger. Donc, je suis revenu parce que si on laisse prospérer cette parole irresponsable-là, ce serait aussi un tort pour nous. Donc, je suis revenu aux antennes pour cela. Alors, comme je l'ai fait avec l'honorable Samuel Mock, Denis Kwebo, en dehors donc, du sujet à l'ordre du jour, y a-t-il un fait qui vous aura intéressé au courant de la semaine? Il y a un fait qui m'a intéressé continuellement parce que j'avais été interpellé par beaucoup de mes compatriotes sur la mort du président de la République du Cameroun. J'étais interpellé avec insistance parce que tous ceux qui le faisaient étaient sûrs que le président n'était pas là, il n'était plus là. Donc, ce qui m'interpelle davantage, c'est que malgré le fait qu'on l'ait vu, moi je l'ai vu à la télé, les mêmes personnes reviennent vraiment pour dire que c'était pas lui. Il y a tout un challenge sur les réseaux sociaux où on met des gens avec le masque. C'est-à-dire que le masque de l'ambassadeur de France qui montrait que c'était une actualité récente, une photo récente, ne réussit pas à convaincre ceux-là qui sont dans les usines de fabrication de fausses informations. Tout à l'heure, je parlais de la construction de cette opinion négative-là, une opinion qui est suffisamment irresponsable. Donc ça m'interpelle et puis j'ai envie de me demander comment est-ce qu'on peut amener tous les Camerounais à la raison de nouveau. Et qu'il y a quand même une déferlante de fausses opinions, de mauvaises constructions qui nécessitent qu'on regarde tout cela avec beaucoup d'intérêt. C'est pas anodin, je crois que c'est pas une observation personnelle, ça devrait nous interpeller tous. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce point dans un pays où on décide de ne pas croire à ce qui existe et de croire essentiellement à ce qui n'existe pas. Ceci dit, retrouvons-nous, madame, monsieur, chers téléspectateurs, dans un court instant pour le déclenchement des argumentaires dans le respect des points de vue des uns et des autres. On vous revient juste un court instant. C'est en date du mercredi 23 août, avril plutôt, que le résultat de la commission d'enquête sur le massacre de Garbon a été rendu public. C'était donc à 17h au poste national lors du journal de la CRTV, je l'ai dit. À la suite de cette pandémie, il en ressort une décision du président de la République, selon les journaux locaux, qui a ordonné l'arrestation des coupables dans les forces de défense et de sécurité. Et du coup, les réactions aussi bien sur le plan national que sur le plan international fusent. Alors, Denis Kwebo, que vous inspire d'abord sur la forme et après sur le fond et ce travail qui a été abattu par la commission d'enquête? D'abord, il faut dire que lorsqu'une commission d'enquête est mise sur pied pour élucider un drame comme celui de Ngabo, sur le plan technique, sur le plan professionnel, cela voudrait dire que
il y a une sorte de consensus de départ qui voudrait que nos opinions personnelles, nos points de vue soient consignés en attendant qu'une instance qui est constituée de façon paritaire, une instance qui est constituée d'acteurs qui n'ont pas nécessairement intérêt à ce que la vérité soit dessus, ils travaillent. Donc, vous mettez vos opinions de côté c'est comme si vous étiez malade, vous allez consulter un spécialiste et vous vous soumettez, n'est-ce pas, à son diagnostic. C'est ce qui a été fait avec cette commission d'enquête mise sur pied et dont personne au départ n'a contesté la composition. Lorsque les résultats d'enquête sont rendus publics, en tant que journaliste ayant plusieurs fois suivi ce genre d'événement-là, je revisite l'événement parce que le rapport dit à peu près exactement quelles sont les circonstances de ce drame. Le rapport établit le bilan. Le rapport établit des responsabilités. Le rapport établit, n'est-ce pas, un certain nombre de conséquences que les faits relevés ont emporté. Ici, la conséquence étant notamment ces prescriptions de l'autorité qui avait donné ordre de la mise sur pied de la commission d'enquête. Vous voyez, quand je le dis, je sais que ceux qui vivent désormais du discours dont j'ai parlé au début ne vont pas permettre que l'on comprenne avec sérénité ou en toute sérénité ce qui s'est passé. J'ai plutôt suivi les réactions à la suite de ce rapport, des réactions qui consistaient soit à envenimer la situation, des réactions qui consistaient à faire en sorte que le refus de croire à ce qui est réel, ce qui existe, continue de prévaloir chez nous. Quand on donne le résultat d'un rapport d'enquête, le donneur d'ordre, celui qui a commandé l'enquête, a pris des décisions. Si celui qui a donné, qui a commandé ou commandé l'enquête n'est pas satisfait des conclusions, il en tire les conséquences, il peut prescrire une nouvelle enquête. Donc, je ne veux pas rester dans le discours ambiant qui consiste à dire qu'on est pour ou contre. Il n'est pas question pour nous d'être pour ou contre un rapport. Il est question de regarder à travers le rapport ce qui est dit et qui est vraisemblable. Donc, il y a des faits constants qui ont été relevés par cette commission-là. Ma surprise est qu'au Cameroun, on ait eu un tel type de rapport d'enquête. Moi, j'ai suivi beaucoup d'autres événements. L'affaire des 9 disparus de Bépanda avait également poussé à la mise sur pied d'une commission d'enquête dont les conclusions avaient permis de mettre aux arrêts un certain nombre d'éléments de l'armée, dont un officier supérieur, un colonel. J'ai suivi des gens dire que cela ne s'était jamais passé. Ça, c'est la deuxième fois sur ce type de plan et ce plan-là qu'on a eu à avoir les résultats. Sur le fond, je constate que on n'est pas sorti de l'auberge. Ceux qui avaient apporté des éléments qui n'étaient pas probants au départ se sont vantés d'avoir eu raison. Alors que quand je scrute le rapport d'enquête dit exactement le contraire de ce que ceux qui jubilent avaient dit. Une chaîne de télévision camerounaise avait annoncé une vingtaine de morts en interviewant un prélat. Et maintenant, en tant que technicien de la chose, un prélat qui n'avait aucun rapport ni direct ni indirect avec les événements. Parce que si vous avez une émanation de gaz en Konsamba, vous ne demandez pas à l'évêque de Konsamba ou à l'évêque de Douala de vous dire ce qui s'est passé là-bas. L'évêque, l'église ne se trouvant pas sur le cratère. Donc il y a des choses qui prospèrent dans ce pays parce que il y a une prime à la parole désordonnée et à la parole irresponsable. Donc nous avons également appris de ce rapport qu'il n'y a eu ni tuerie ni massacre. Les tueries et les massacres étant consacrés en raison de l'intention de ceux qui en seraient responsables. Donc on a vu dans le cadre de ce rapport d'enquête qu'il y a des éléments de force de défense et de sécurité, il y en a 3, qui sont rendus
en toute légitimité en mission. Ils sont en toute légitimité. Ils avaient droit d'être en mission, mission de sécurisation et de protection et des édifices et des populations de Ngabou, qu'il y a eu bavure. Et quelle serait la différence entre une bavure, un massacre ou une tuerie? C'est dans l'intention. Donc ceux qui sont allés à Ngabou ne sont pas allés massacrer la population. Ceux qui sont allés à Ngabou sont allés sécuriser la population. S'il y a eu détournement de l'objet de la mission, c'est le fait de 3 éléments, des forces de défense et de sécurité. Ces éléments-là ont été sanctionnés. Si on était dans le cadre d'une... Ou envoi de l'aide. Oui, envoi de l'aide. Donc, si, oui, bon, déjà qu'il y a eu même des sanctions, des sanctions oui, conservatoires. Conservatoires. Ça, c'est déjà... Mais le fait de reconnaître, le fait de reconnaître une bavure, une erreur ou une faute en droit est déjà, c'est déjà, sur le plan moral, c'est déjà largement acceptable. Donc, quand je regarde tous ces éléments-là, je me demande pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu, ensemble, dire qu'il serait bon au Cameroun qu'à chaque fois que des incidents comme ça sont signalés, que les chefs de l'État agissent exactement de la même façon et qu'on puisse avoir à peu près ce type de résultats-là. Il se trouve également quand on regarde ce qui s'est passé, que ce n'est pas l'armée camerounaise qui a décidé d'aller sur un endroit précis du Cameroun tuer des gens. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître pour ne pas continuer d'envenimer une situation. Moi, j'ai suivi beaucoup de personnes assez bien structurées dire le contraire et je pense qu'il serait bon à la prochaine émission, à la prochaine occasion, d'appeler ceux-là qui ont décidé de lire le rapport à leur façon et pour leur compte. Il faut qu'on soit sur un plateau comme ça, qu'on soit très très contradictoire, pour qu'ils nous disent en quoi est-ce que le fait que 3 éléments des forces de défense et de sécurité aillent sur le terrain en mission officielle, ça commettre une bavure, en quoi est-ce que ce fait-là pourrait engager la responsabilité et de l'armée et de l'ensemble de la structure étatique. Il faut faire très attention. C'est compris, Denis Kobo, votre suggestion a certainement été prise en compte. Alors, honorable Samuel Dieudonné Motte, doit-on se fier à ces résultats publiés par la commission d'enquête, vu que les Camerounais n'ont pas trop souvenance des commissions d'enquête qui ont connu des résultats probants? On peut en citer quelques... Heureusement que Denis Kobo est là pour appeler à la mémoire collective qu'effectivement qu'il y a eu des précédents. Parce que vous également, quand vous emboîtez sur ce pas, vous voyez, c'est très bien pourquoi ce qu'on le dit. On dit de mémoire d'homme, on n'a jamais vu un tel rapport apparaître à tel moment comme pour pouvoir dire si nous n'avons pas été là, on n'aurait pas pu faire ce rapport-là. Il est à admettre qu'il y a des résultats, des enquêtes dont les résultats ne sont pas encore connus jusqu'à aujourd'hui. On peut en citer. Non, mais tout n'est pas nécessairement rendu public. Quand on voit également, on le fait pas. Attendez. Premièrement, permettez-moi de percer l'abcès. Vous avez été gentil avec moi. Vous aurez commencé certainement votre interview comme on est en train de le faire pour un certain nombre de mes camarades de parti. Vous avez défendu avant qu'il n'y ait pas eu massacre. Pourquoi est-ce que vous venez défendre aujourd'hui que le rapport d'enquête est aussi objectif qu'il est? Bien. Je voulais seulement rappeler à tout le monde, pour que là également que ce soit clair pour tous aussi. Moi, en tant que communicant du RDPC, mon rôle à moi, c'est d'essayer d'aménager au décideur qui a une position à un moment donné, c'est de lui aménager une zone de confort dans laquelle il va faire une certaine réflexion. Et si au bout de cette réflexion-là, il sort avec un avis contraire, également, je pourrais l'accompagner dans cet avis. Parce que si nous mêlons nos voix à l'ensemble des gens qui se souhaitent tant de malheur au Cameroun, effectivement, on ne s'en sortira pas. Le problème qui est posé ici, c'est celui de l'objectivité du rapport, comme vous le dites également, c'est sa première. Non, là, il n'y a pas une première. Très souvent, lorsque l'État s'est engagé à faire des rapports, des enquêtes, ces enquêtes-là ont été menées. Mais j'ai comme l'impression que nous sommes rendus dans un monde aujourd'hui où on en est à souhaiter le malheur à soi-même. Généralement, également, je crois que les gens font une distanciation entre le soi-même et la chose publique. L'armée, c'est une chose publique. Arriver à souhaiter autant de malheur à une armée si professionnelle, à une armée si républicaine et si bien formée, ce serait très dangereux pour la République. Lorsqu'il y a un incident comme celui-là,
La première chose également, et ça aussi, quand on vous dit que vous avez défendu les pouvoirs de la communication du gouvernement à l'époque, le gouvernement a le droit d'être incrédule en disant, si j'ai des éléments qui sont aussi bien formés, si j'ai des éléments qui sont aussi professionnels, si j'ai des éléments qui sont aussi républicains, je suis quand même en droit de me poser des questions si c'est des faits que l'on est en train de décrire aujourd'hui sont des faits avérés. Et lorsque l'État s'engage également donc, à faire ce rapport d'enquête, il faut qu'on s'en remette au rapport d'enquête tel qu'il a été fait. Parce que ce serait très dangereux pour une armée comme la nôtre de commencer à faire des choses qui sont contraires à la loi. Ça veut dire que nous-mêmes ne sommes pas protégés. Mais vous voyez très bien que même lorsqu'on a rendu ce rapport-là, les gens en sont jusqu'à aller souhaiter, c'est ce que Denis Kwebo disait tout à l'heure, que malgré tout le rapport, ils voient le malheur là où le malheur n'a pas eu lieu. Dans le cas de Gargoum, effectivement, il y a eu quelque chose d'assez inhabituel qui s'est passé dans le cadre d'un champ de guerre. Guerre menée par ailleurs par les forces républicaines, un certain nombre de choses pour lesquelles il y a eu des données qui sont portées aujourd'hui à notre connaissance, mais je crois qu'il faut s'en tenir à cela. Parce que commencer maintenant à faire des diversions en disant « Ah, j'avais prédit qu'il y avait eu massacre et que de toutes les façons j'ai eu raison », la place publique n'est pas là effectivement pour jouer les oiseaux de mauvais augure. Il y a quelque chose, un incident qui doit être préjudiciable à la société tout entière, dont nous avons l'obligation d'éviter. Dans le cas de Gargoum, effectivement, on n'a pas pu l'éviter. Maintenant, il faut qu'on reste froid pour pouvoir analyser ce qui s'est passé. Je crois d'ailleurs que dans la temps d'antenne qui nous sera réservé, nous serons là également pour pouvoir déséquer ce rapport. Mais encore une dernière fois, dire que nous avons une armée de tueurs, ce serait très très préjudiciable pour la nation tout entière. Parce que le jour où un des éléments de l'armée commence à se balader dans les rues et commencer à dégainer et à massacrer les populations, ça veut dire que la nation tout entière sera en danger. Or, ce que nous demandons également, mais aussi nous devons être solidaires, et également partager, faire nôtre l'ensemble des conditions psychologiques dans lesquelles ces gars-là travaillent sur le terrain. C'est des champs très dangereux. Et je crois d'ailleurs qu'il n'est pas donné à tout le monde de devenir militaire demain. Dans le cadre de leur mission, nous devons également leur assurer une protection, mais également une reconnaissance parce que sans leur activité au quotidien a été fort dangereux par ailleurs, nous-mêmes ne serons pas en sécurité. Oui, merci. J'ai voulu rappeler encore à la mémoire des Camerounais que le 12 novembre 2007, au poste opérationnel Nord, à la péninsule de Bakassi, il y a eu une attaque qui a entraîné la mort de 21 soldats camerounais. J'ai commis une enquête à l'époque, Bakassi, trafic et tuerie, dans le quotidien Mutation. À la suite de cette enquête-là, il y a beaucoup d'officiers supérieurs camerounais qui ont été sanctionnés. Moi, j'ai été entendu par toutes les commissions d'enquête qui ont siégé sur cette affaire. Donc, le résultat a été connu parce que nous soutenions dans un article de presse que les 21 soldats ont été tués par des militaires camerounais et ceux-là ont été sanctionnés. Je crois que si nous ne modernisons pas notre propre opinion sur un certain nombre d'événements, nous allons rester au niveau où nous sommes. Il y a de cela un mois, en février, j'étais à Doha, au Qatar avec le docteur Mohamed, qui a fait la prison à Guantanamo. Et c'est un journaliste de Al Jazeera qui était parmi les prisonniers détenus à Guantanamo. Pendant 4 jours, le récit du docteur Mohamed pouvait donner froid au dos. Mais nulle part, nous n'avons entendu parler de la dramatisation de cet état de fait que des Américains ramassent des gens sous le prétexte d'aucune loi, d'aucun règlement, les confinent dans une prison entièrement illégale. Personne n'a dit le moindre mot. Vous avez vu lors de l'attaque sur Bagdad et Téhéran tout récemment, les Iraniens en riposte ont abattu un avion civil avec des centaines de personnes à bord. L'Iran a reconnu sa responsabilité dans le bombardement ce bombardement-là et l'incident était clos. Ils ont dit nous sommes responsables et sans que cela ne soit un massacre parce que leur intention n'était pas d'abattre un avion civil. C'est un tir qui visait, n'est-ce pas, des missiles qui étaient lancés sur le pays. Personne n'a rien dit. Vous n'avez pas entendu des gens. Donc on n'a pas parlé de commission d'enquête puisqu'ils reconnaissent leur responsabilité. Reconnaître sa responsabilité sur
un acte, quelle qu'en soit la gravité, est un élément de manifestation de la vérité. Et ça peut, pour ceux qui comprennent le fonctionnement des États, vous avez suivi au Yémen, comment est-ce que tous les jours, les Saoudiens, avec des avions et des experts américains, ont eu à bombarder sciemment, et là c'était pas la vue, des écoles, parce qu'ils estiment que dans ces écoles-là se cachent les rebelles yéménites. Personne ne l'a dit le moindre mot. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut légitimer quelques actes illégaux que ce soit. Vous savez, dans l'armée même, vous avez le droit de refuser un ordre illégal. Il est question pour nous de savoir si au Cameroun, lorsqu'un gendarme, un policier, un militaire a commis une bavure, il est sanctionné. S'il est sanctionné, il ne serait pas honnête de dire que nous sommes face à une administration, à un gouvernement ou à un commandement qui accorde une prime, n'est-ce pas, aux assassinats. Toujours dans l'interprétation du rapport tel que je l'ai lu, il est recommandé, et tous les partenaires internationaux du Cameroun qui ont pris connaissance de ce rapport, qui s'en félicitent, demandent à l'armée camerounaise, aux autorités camerounaises, de protéger suffisamment les populations civiles. C'est-à-dire quoi? Avec un déploiement satisfaisant, un déploiement au niveau acceptable de nos forces de défense et de sécurité. Ce qui est contraire à l'idée qui était répandue au départ, lorsque ces essences se produisent. L'idée qui est répandue par ceux qui pensent qu'il faut faire feu de tout bois, c'est qu'il faut que l'armée rentre dans les casernes à Douarnenez, il faut qu'il y ait un état de non-droit pour que, n'est-ce pas, l'irrédentisme sécessionniste puisse prendre véritablement corps et qu'une partie du territoire camerounais soit, n'est-ce pas, contrôlée par cette bande-là. Le rapport recommande une présence militaire forte et effective du Cameroun sur l'ensemble du territoire pour sécuriser, pour sécuriser les populations civiles. Donc, il ne faut pas, en même temps qu'on voit que sur les médias, parce qu'au Cameroun, c'est sur les médias que le commandement militaire s'organise, il ne faut pas qu'on voit des gens qui viennent demander à une armée d'être, au chef des armées, de désarmer les militaires, et en même temps que ces mêmes personnes viennent dire qu'il y a eu des civils qui ont été attaqués à tel ou tel endroit. Soit vous demandez qu'on désarme et que désormais on installe un état de non-droit, ou alors vous reconnaissez absolument que la mission de protection du territoire, la mission de sécurisation des populations camerounaises est une mission officielle légitime et légale des forces de défense et de sécurité. C'est avec beaucoup de peine, et moi j'aurais bien voulu avoir certaines personnes ici pour qu'ils nous disent sur quel modèle ils calquent l'état de non-droit, ou ils calquent le désarmement des armées à travers le monde. Moi je n'ai jamais appris qu'il y a une armée, à moins que ce soit une armée factice, je n'ai jamais appris qu'on a désarmé une armée. J'ai tout appris que partout dans les États organisés, on demande aux armées d'être professionnelles, on demande aux armées de sécuriser, protéger avec tact et beaucoup d'intelligence. C'est ce que tous les Camerounais souhaitent aussi pour leur pays, et non qui est toute une organisation mafieuse qui instrumente même la défiance vis-à-vis du commandement militaire et de la mission même régalienne de l'État de protéger, de sécuriser la population et les territoires. Alors, avant que de voir comment la presse a traité de cette actualité, honorable Samuel Maud, il est quand même clair que cette commission est un peu plus particulière au regard seulement de la célérité avec laquelle les travaux ont été effectués. Oui, c'est bien de le souligner, effectivement. J'ai voulu revenir là-dessus tout à l'heure. Oui, effectivement, on est pratiquement 2 mois pour jour entre le déclenchement de cette enquête-là et puis les résultats que nous avons. Mais également, là aussi, vous voyez très bien qu'il y a une volonté manifeste à ne pas vouloir cacher quoi que ce soit. Il faut que tout se fasse dans la transparence, parce que dans l'amalgame qui a été créé, c'était plus ou moins entendu dans l'opinion, ou à tout au moins c'est le message qu'on voulait passer dans l'opinion, qu'il y aurait un commandement quelque part qui aurait demandé qu'on aille massacrer les uns et les autres. Les rapports de l'enquête que nous sommes aujourd'hui, ils sont plutôt à la faveur même de la gouvernance du Cameroun. Des gens sont partis en mission de reconnaissance. Je ne suis pas militaire, mais quand on vous envoie en mission de reconnaissance, ce n'est pas pour aller et créer un foyer de guerre. Il se passe tout simplement que, ne serait-ce que dans cette configuration, dans la définition de la mission, il y a certainement quelqu'un qui est allé au-delà de ce qui s'est passé. Est-ce que l'incident
peut-être peut par exemple se retrouver dans le cadre de cette mission de reconnaissance en situation de légitime défense. Ça n'a pas été établi qu'il était en situation de légitime défense. Et donc tout le déchaînement, effectivement, des événements par la suite mérite d'être questionné. Et dans le cadre de ce questionnement-là, étant entendu qu'il n'y a pas une volonté manifeste à l'intérieur de la République du Cameroun, une opinion ou alors tout au moins une volonté qui voudrait que les populations quelque part puissent être massacrées, pourquoi est-ce que voulez-vous que ça traîne en longueur? C'est un rapport, en ce qui me semble à mes yeux, plutôt rassurant, qui montre bien que nous sommes dans une république où, contrairement à ce que les gens disent, les choses fonctionnent plutôt très bien, mais qu'également, chaque fois qu'il y a des déviations, des déviances, que par ailleurs, un certain nombre de personnes également tolèrent, mais quand ça change de côté, ils ne supportent plus. Quand il y a une déviance quelque part, on est enclin à sanctionner. C'est une assurance pour tout le monde. On espère qu'il en sera de même pour d'autres commissions d'enquête. On le fait toujours, peut-être pas dans la même célérité, mais là également. Mais je veux dire, bon, admettons par exemple que ça ne s'est jamais bien passé avant, mais ça, je vous le conseille. Ça, ce serait un début, mais c'est plutôt un début prometteur. Alors, Denis Kobo, je l'ai dit, on va maintenant s'intéresser au traitement. La presse a traité de cette actualité d'une certaine manière. On va commencer avec la nouvelle expression de Denis Kobo, la nouvelle expression donc de Séverin Tchounk en date du 22 avril 2020 dit que le président de la République, en prenant la décision après avoir pris connaissance du rapport de la commission d'enquête qu'il avait prescrite l'arrestation des coupables dans les forces de défense et de sécurité, désavoue à Tangandji, le ministre de l'administration territoriale. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est une forme de journalisme. Ça, c'est une forme de journalisme. Ce n'est pas exactement la forme que j'ai apprise. J'ai appris, en tant que reporter, à rapporter les faits. Je n'ai pas appris à faire une projection sur les faits, à faire une simulation des conséquences que les faits emporteraient sur le plan subjectif. Donc, je crois que c'est quand même beaucoup léger de croire qu'au sein d'une république comme le Cameroun, un ministre, 2 ministres ou 3 prennent sur eux de dire un certain nombre de choses. Pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de l'État, lorsque le ministre de la Communication parle de l'effondrement dans une mine, c'est après en avoir discuté avec le ministre des Mines et tous ses collègues. Vous savez, la plupart des gens qui critiquent le régime Biya, c'est soit des mécontents, soit des gens qui aspirent à quelque chose. Je crois que c'est 85% des gens, 90% des gens qui font semblant même de le critiquer attendent quelque chose. Y compris la presse. Je dis des personnes, il ne faut pas séparer. La presse n'est pas une personne. La presse sert des intérêts. Ouais. La presse sert des intérêts. Dans tous les pays du monde, la presse ne sert que les intérêts. Moi, par exemple, j'ai refusé de servir les intérêts. Il n'est pas possible que je serve les intérêts. Je peux servir la vérité. Et s'il y a une convergence objective entre les intérêts, entre la vérité que je sers et d'autres personnes qui aiment la vérité, ce serait bien. Mais lorsque on parle de l'incident, M. Atanga n'est pas militaire. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a défié M. Atanga alors qu'il n'est pas militaire? En quoi est-ce qu'il serait désavoué? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il fait partie? Est-ce qu'il a été cité donc par la commission comme étant celui qui a demandé aux militaires de ne pas respecter les ordres? Non. C'est pas comme ça que je verrais les choses. Quand je disais que le rôle d'un journaliste c'est de rapporter les faits, c'est qu'il y a une commission d'enquête qui a rendu ces résultats. Si la presse avait d'autres moyens techniques pour faire une enquête parallèle, parce que la presse, c'est son rôle de faire des enquêtes, la presse aurait utilisé le temps mis par la commission d'enquête gouvernementale pour aller sur le terrain collecter un certain nombre d'éléments. Le jour où l'enquête du gouvernement est rendue publique, s'il se trouve que vous avez des témoignages probants qui montrent le contraire, vous mettez ces témoignages-là à côté des éléments qui sont, n'est-ce pas, livrés par la commission d'enquête gouvernementale. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que le jour où vous voyez une femme nue passer dans la rue, tout le monde regarde, tout le monde suit, y compris les femmes. Je ne vais pas vous dire pourquoi tout le monde regarde. Donc si vous déshabillez, le meilleur moyen aujourd'hui d'ameuter la foule au Cameroun, c'est de vous mettre nu ou de jouer au fou. Il n'est pas normal d'extrapoler. Il y a une commission d'enquête qui a rendu des résultats, des conclusions. Le commun des Camerounais qui est au marché Koulouloun
qui est à Mbopi, à Yabassi ou à Mokolo Yaoundé, voudrait que la presse l'aide à comprendre ce qu'il dit. Il parle des circonstances de ce drame. Le rapport d'enquête explique ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un aurait des éléments contraires? À ma connaissance, non, et personne ne l'a dit. Est-ce que sur le bilan, il y a une concordance? Un évêque avait dit qu'il y avait eu 23 morts et qu'il se gardait même de donner les chiffres réels. Est-ce que cet évêque est encore crédible, puisque c'est les mêmes personnes qui ont participé à l'enquête? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que sa parole sera entendue? C'est ce que celui qui n'a pas la possibilité de lire le rapport veut entendre, parce que quand on lit les conclusions, les gens qui se retrouvent dans l'arrière-pays n'ont pas la possibilité de suivre ce qui est dit. Est-ce que sur les sanctions, le principe de la sanction, il y a eu quelque chose? Oui. On dit que ceux qui sont suspectés d'avoir commis ces exactions-là ont été déjà sanctionnés à titre conservatoire et qu'ils ont été remis entre les mains de la justice militaire. L'autre point qu'on n'a pas soulevé, c'est que, étant donné qu'il y aura un procès, il peut arriver donc, et là c'est pour quoi lorsqu'on dit qu'il y a un procès, je m'abstiens de faire d'autres commentaires, parce que dans le cadre justement de ce procès, les gens qui sont accusés peuvent apporter, et là la presse devait s'apprêter à voir que la justice ira jusqu'au bout pour que les acteurs qui ont été incriminés et sanctionnés à titre conservatoire puissent, n'est-ce pas, donner leur version des faits pour que toute la vérité jaillisse. Il ne s'agit pas pour nous de suspecter la vérité et de la projeter au-delà des éléments qui existent au moment où la commission d'enquête rend son verdict. Je ne veux pas, c'est pas vraiment pas mon rôle de juger les confrères. Chaque organe de presse sait les intérêts. Ligne éditoriale, je ne suis pas sûr que c'est exactement ce qu'on appelle ligne éditoriale. Ouais. Chaque journal, je ne sais pas si c'est le journal ou c'est les journalistes, sait exactement où il va. Mais je dis que aller vers le fait que X serait très blanc, alors Y est noir, on est en pleine politique politicienne. D'accord. Honorable, je vais vous bouger, j'imagine que vous voulez réagir à la suite de la de Denis Puebo. Non, il me va très bien, il me va très bien. Je veux seulement prolonger son raisonnement en disant, raisonnons même pas l'absurde, en disant effectivement que le ministère de l'administration territoriale a été désavoué. Si nous partons sur ce principe-là, ça veut dire que nous admettons au moins qu'il y a un certain crédit dans le rapport qui a été émis. Et qui contradierait à ce moment-là l'ensemble des propositions, alors des postures qu'aurait prises avant le ministère de l'administration territoriale. Sauf que ce rapport-là, quand je le feuillette, il est dit quelque part qu'il y a eu 3 femmes et 10 enfants qui ont péri dans l'action. Périr. Pas qui ont été massacrés. Et ce chiffre-là de 3 femmes et 10 enfants qui ont péri est en contradiction avec les 21 massacrés qui avaient été affichés par ailleurs. Il y a d'autres personnes également, notamment à Legrosi, qui a dit qu'il y avait 23 civils. Ce n'est pas une contradiction. Le rapport dit également qu'on était dans un bastion, un repli de terroristes. Si, il veut dire, le ministère Tanganyika n'a pas dit autre chose que cela, qui consiste à dire également que lorsque dans un champ aussi compliqué que celui-là, il peut arriver de temps en temps que même qu'il y ait des victimes collatéraux. Quand il dit notamment, les gens ont cédé peut-être à la panique parce que se trouvant en face des victimes collatéraux, ils ont essayé de maquiller le champ de guerre. Je suis sûr que je ne peux pas conclure aujourd'hui que si le ministre Tanganyika était au courant de ces événements-là, il aurait dit nécessairement qu'il faut protéger et couvrir les gens qui ont cédé à ce genre d'exactions. Donc, en fait, la contradiction, elle n'est pas du côté du ministre de l'AT, qui est dans son rôle, qui consiste à dire chez des maires incrédules, compte tenu de la formation, du professionnalisme et du caractère républicain des actes de notre armée, j'entends voir. Et dans le cadre de ce rapport également dont nous discutons aujourd'hui, il n'est pas seulement fait pour les autres, il est fait également pour soi-même. Parce que le chef des armées dit, je connais à peu près le comportement de mon armée, l'ensemble des faits là qui me sont révélés, qui semblent venus du terrain et qui sont à milieu de là où je suis, je vois avoir le cœur net.
Et dans le cas de ce cœur net, effectivement, lorsqu'il s'agit d'établir la composition également, quand Denis Kwebo, tu disais tout à l'heure, qui n'a été remise en cause par qui que ce soit, vous voyez très bien qu'il y a une dose d'équilibre dans cela. Et ils ont très souvent appuyé sur le fait que c'est un membre du clergé qui avait donné les 23 morts. Je note quand même que dans le cadre de cette constitution-là, on a tenu à mettre également Monseigneur Georges Kwo, qui est évêque de diocèse de Kumbo. Il y a également un imam, Amadou Baba Saleh, qui est également membre de la commission. Et alors, aujourd'hui, dans la froideur des interrogations, pas céder à cette panique-là, pas céder à cette allégresse-là qui consiste à dire nous avons pour l'heure actuelle reçu une information qui va nous permettre de déstabiliser telle ou telle personne. Il n'y a pas de déstabilisation. La déstabilisation en temps de guerre, elle concerne la société tout entière. Il ne faut pas, ça me semble totalement irresponsable de pouvoir rentrer là-dedans et de faire en sorte que l'armée qui nous défend au quotidien puisse se trouver dans une situation d'indélicatesse. Et je peux vous dire également, c'est pour ça qu'également je rejoins Denis Kwebo, il y a un certain nombre de personnes pour lesquels il y a des interpellations aujourd'hui. Espérons qu'ils auront suffisamment d'éléments pour pouvoir défendre leurs actes. Mais lorsqu'ils n'auront pas ces éléments-là, la République trouvera des sanctions nécessaires de telle manière à ce que ça ne puisse pas se répéter. On a regardé la parole, toujours avec la presse qui a traité de cette actualité. Le jour semble embrayer sur l'analyse de la nouvelle expression, le jour du 22 avril 2020, qui a vite fait de faire un lien avec la barbarie des soldats camerounais dans le Grand Nord et dont un doigt accusateur avait été pointé vers les soldats maliens par le ministre de la Communication de l'époque. Pour vous, les mêmes causes auraient-ils produit les mêmes effets? Oui, non, de leur côté, oui. Chaque fois qu'il y a un incident quelque part, je joue aux apprentis sorciers, je fais à l'oiseau de mauvais augure en disant, pourvu que la commission d'enquête établisse que c'est la faute de telle ou telle réserve, comme ça, je pourrais les mettre en situation d'échec. Un républicain ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Est-ce que nous tolérons en notre âme, quel que soit le gouvernant qui soit là en place, est-ce que nous pouvons admettre que dans l'intérieur d'une république, une armée puisse massacrer ses citoyens? De manière unanime, nous devons dire non. Et dans le cadre de ce qui s'est passé, que ce soit à l'extrême nord, que ce soit à Gargo et peut-être demain ailleurs, il faudra également que l'on soit froid. En disant, premièrement, nous sommes d'une reconnaissance en borne pour notre armée qui au quotidien assure notre sécurité. Lorsqu'il y a un incident comme celui-là, comment est-ce que cet incident-là peut être analysé? On ne commence pas à acculer les gens en disant de toutes les façons. Vous imaginez, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, une armée, vous êtes désemparé face à quelqu'un qui est armé devant vous. Donc, si nous pouvons commencer à faire des anticipations en disant, pourvu qu'on ait une armée qui puisse massacrer les uns et les autres, le massacre ne s'arrêtera pas seulement au niveau des uns et des autres. Nous tous également, nous pouvons être en danger. Mais là, encore une dernière fois, admettons que le chef des armées puisse manifester son incrédulité quand il s'agit qu'il y ait un dérapage quelque part qui s'est manifesté. Et dans un premier temps, on reste incrédule. Et dans ce qui s'est passé dans l'extrême nord et ce qui s'est passé également à Gargou, c'est également cette incrédulité-là qui fait qu'à un moment donné, on dit « je préfère diligenter une commission d'enquête qui va établir les faits ». Pour l'heure, il me semble totalement que lorsque je regarde, j'ai plus le programme des études à l'ENAM, à l'EMIA, aucun militaire au Cameroun ne peut pas se permettre impunément de faire ce genre d'exaction. C'est de l'incrédulité tout simplement. Il ne s'agit pas ici de céder à une certaine manœuvre qui consiste à couvrir un certain nombre d'actes déviants. Mais c'est de l'incrédulité qui fait que dans un premier temps, on dit effectivement, nous n'y croyons pas du tout. Et de toute façon, ce qui s'est passé également, même là également en ce qui concerne le Extrême Nord, les arguments, un certain nombre d'arguments qui étaient avancés étaient également d'une certaine logique. Quand on regarde les images, on peut les analyser en pensant qu'effectivement, compte tenu du patois, compte tenu de l'habillement, compte tenu des tenues que les uns et les autres avaient, c'était possible que l'on puisse penser que c'est des images qui ont été manipulées. Mais vous voyez très bien que malgré tout ça, malgré cette incrédulité,
on diligente quand même une commission d'enquête avec pour rôle de nous informer, d'informer déjà la personne qui demande que cette commission d'enquête ait lieu, mais également d'informer l'opinion internationale et même nationale. Donc on ne sait pas, ce qui serait dangereux dans ce genre d'événement, c'est que le gouvernement puisse rester droit dans ses bottes en disant de toutes les façons, il n'y a rien à voir circuler. Mais à partir du moment où il y a lui-même le gouvernement est assailli par un profond sentiment d'interrogation, la meilleure façon, c'est de faire comme ça a été fait à l'extrême nord. Quand les gens vous disent qu'il n'y a jamais eu de précédent, ça a été fait à l'extrême nord. Là, aujourd'hui, c'est fait pour Gbagbo. Et il faut également que les gens aussi qui ont cette responsabilité-là de nous défendre, et qu'ils sachent également que demain, lorsqu'il y a un incident pareil, il y aura des interpellations. Ça permettra effectivement à réguler les comportements sur le champ de guerre. Denis Kobo, toujours sur la même question, mais avec une relance. Quelle lecture faites-vous de la communication gouvernementale en période de crise? Avez-vous l'impression qu'elle s'est faite à bon escient ou alors elle s'est faite à dessein? Lorsque les résultats de la commission d'enquête sur Gbagbo ont été rendus publics, on a discuté avec beaucoup de hauts responsables, notamment de l'armée, de l'administration. Et je leur faisais remarquer que, vous savez, depuis le déclenchement des hostilités à l'extrême nord, j'étais un partisan farouche de la vérité de la guerre. Si la vérité de la guerre était dite aux Camerounais, les gens ne seraient pas aussi instrumentalisés. L'opinion publique ne serait pas aussi instrumentalisée. Ouais, on est arrivé à une situation où des Camerounais qui comptent parmi l'élite réussissent à dire à la population que c'est Paul Biya qui fait la guerre à l'extrême nord, que c'est Paul Biya qui fait la guerre au Nozo. Qui est par ailleurs accusé de crimes contre l'humanité. Au nom de quoi est-ce que Paul Biya serait-il en train de faire la guerre au Nozo? Est-ce qu'il dispose d'une mine de fer ou de diamants là-bas? Il ferait cette guerre à qui et pour quel but? Oui, ça, c'est parce que le gouvernement réussit à faire prospérer ce type d'opinion-là. Le meilleur moyen est que, depuis que la commission d'enquête sur Gbagbo a rendu son avis, il y a des gens qui sont prêts. S'il n'y avait pas fermeture des frontières, certaines personnes auraient fui le Cameroun. Parce qu'ils comptaient sur le fait que le gouvernement n'allait pas mettre sur pied la commission d'enquête et sur le fait que les résultats ne seraient pas rendus publics. Parce que si les résultats n'avaient pas été rendus publics, on serait toujours dans cette fausse opinion qui est construite là qu'il y a eu massacre, c'est-à-dire que des dizaines de personnes auraient été tuées volontairement par des militaires sur ordre du haut commandement. Lorsque le contraire est dit avec tellement de... Parce que vous voyez que depuis qu'on a rendu public ce rapport-là, personne n'est allé vers les membres de la commission. Parce que la meilleure riposte, entre guillemets, des médias camerounais, serait d'obtenir que 2 ou 3 membres de cette commission viennent se dire ou qu'ils viennent dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans les conclusions qui ont été... Personne n'est allé vers eux. Les gens ont pris sur eux de faire leur propre enquête sur la base, n'est-ce pas, de leur propre imagination. Et c'est ce qui n'est pas... C'est ce qui n'est pas... Moi, je parle... Vous ne pouvez pas convertir les gens qui sont des pentecôtistes. Moi, je parle aux Camerounais qui ont envie de connaître la vérité sur ce qui se passe dans leur pays. Parce que dans la déferlante de fausses opinions, il n'est pas toujours facile qu'on dise quelque chose. La vérité de la guerre aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont des avis contraires sur ce qui s'est passé en Gbagbo. Et si le gouvernement voulait aussi... déjà, il faut savoir qu'il y a une partie de la presse qui fait la parodie au lieu de faire du journalisme. Il faut faire la parodie. Quand il y a un incident en Gbagbo et que vous ramenez ça à ce qui s'est passé à l'extrême nord, vous êtes en train de faire la parodie et ce n'est pas journalistique. Alors, si le gouvernement demande à ceux qui parlent à haute voix aujourd'hui de prendre un camion et de se rendre en Gbagbo, aucun d'eux n'acceptera de se rendre. Et moi, je souhaiterais que le gouvernement les oblige même à aller là-bas, sans protection de la police, de l'armée ou de la gendarmerie, parce qu'il y aurait des enfants de cœur qui opèrent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut obliger ceux qui pensent qu'il y a des enfants de cœur là-bas, il faut les obliger à aller sur le terrain, faire leur propre enquête et nous ramener les connus. Tout le monde parle depuis sa chambre, tout le monde parle depuis le confinement en Europe ou aux États-Unis. Personne ne vous dit qu'ils ont les sources. Qu'est-ce qu'on appelle sources?
Ah oui, vous avez des sources figuratives ou des sources factices. La meilleure source serait donc d'aller sur le terrain. Et on ne voit pas des gens aujourd'hui qui le font. Les mêmes personnes qui sont en train de parodier et attaquer l'armée, attaquer les forces de défense et de sécurité, c'est les mêmes que le gouvernement protège physiquement lorsqu'ils doivent se rendre dans ces régions-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, on se demande s'ils ne sont pas finalement dans un jeu avec le pouvoir en place. Vous ne pouvez pas, quand vous avez la moindre altération dans un quartier, vous avez la moindre éruption de groupes, je veux dire, des bandes armées à Nubel ou à Koulouloul, vous faites rapidement d'appeler le 117 ou le 113. Quand vous avez fini d'appeler le 117 ou le 113, vous montez sur vos grands chevaux pour dire les militaires sont allés massacrer la population. Quels militaires ont massacré la population? Et sur une population de 25 millions d'habitants, les militaires ne peuvent pas prendre sur eux d'aller massacrer 3 personnes, ou 4, ou 10. Moi, je n'ai pas connaissance de tel type d'acte délibéré au Cameroun. C'est pourquoi c'est trop difficile de parler de cette affaire en ce moment parce que la population a été dressée par des personnes aux ordres, une horde de personnes qui travaillent dans les offices, dans les chambres, qui fait du trolling sur les réseaux sociaux pour construire une fausse réalité. Quand vous commencez à construire des fausses réalités, notamment sur les choses qui concernent l'armée, ça veut dire que vous agissez en désespoir de cause. Quand on agit en désespoir de cause, on affirme tout sur son propre pays. Et permettez, avant que le Rab prenne la parole, j'aime à dire, à titre personnel, que l'anti-biaïsme primaire est une mauvaise religion. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes opposés à la façon dont les choses sont mal gérées dans ce pays. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Et personne ne peut être en désaccord avec nous sur le fait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien dans ce pays. D'accord. Sauf que j'ai suivi un enseignant d'histoire, géographie à la télévision l'autre jour, expliquer la différence qu'il y a entre un État et un gouvernement. Et ça, il ne faut pas qu'on enseigne cela seulement aux élèves du secondaire. Il faut qu'on enseigne cela à tous les Camerounais pour qu'ils sachent que Paul Biya et son gouvernement ont seulement reçu mandat de gouverner au nom des Camerounais. Donc ceux qui pensent qu'il faut se faire harakiri en disant que l'armée, c'est une armée de tueurs, ils risquent un revers parce que demain, Paul Biya va leur dire, moi, je ne suis plus candidat, c'est vous qui allez diriger le pays. Alors, est-ce que quand nous allons diriger le pays, nous allons nous mettre notre propre armée à dos en disant que c'est des tueurs? Si c'est des tueurs, il faut donc aller inventer les militaires qui vont satisfaire nos désirateurs. Il faut faire attention à ce que... Je crois que la seule chose qui nous reste dans ce pays, moi j'ai l'habitude de fréquenter les militaires. La seule chose qui reste encore au Cameroun, le seul corps qui n'a pas encore été touché par notre irresponsabilité généralisée, c'est encore cette armée-là. Honorable Savemout, avant de prendre la dernière question. Oui, non, mais je veux dire pour terminer sur ce champ de la contradiction par rapport au propos du ministre de la Terre, je voudrais tout simplement dire la mort dans un champ de guerre, c'est d'une banalité absolue, même si on peut le regretter par ailleurs. Et vous voyez très bien que pendant très longtemps, les gens ont beaucoup plus surfé sur le nombre de morts au point d'annoncer quelque part dans des médias internationaux qu'on aurait eu 12 000 morts. Autrement dit, on peut avoir un mort sur un champ de bataille, ça ne posera absolument aucun problème. Gargou nous intéresse parce que de ce qui a été déclamé dès le déclenchement de cet incident-là, c'est qu'il y a eu massacre. Je voudrais tout simplement que vous me permettez que l'on parcourt les fautes qui ont été retenues vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Ça ne va pas être très long. Ça va pas être très long. En moins d'une minute. Ouais. Le chef de bataillon n'a pas personnellement supervisé l'opération menée par ces hommes. Faute professionnelle. Il ne s'agit pas d'un crime. En ce qui concerne le sergent Baba Guida, a ordonné, n'a pas maîtrisé au cours de l'opération, n'a pas maîtrisé ces hommes au cours de la dite opération, faute professionnelle, a ordonné l'incendie, là ça commence à être délictueux, mais
principalement, n'a pas pu maîtriser. Le gendarme Sandi, lui également, a participé à une opération ayant causé la mort. Là également, ça demande une interrogation, mais ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, mais a participé également à l'incendie des maisons. En réalité, quand vous parcourez ça, on n'est plus dans le champ des crimes. On n'est plus dans le champ, on est peut-être dans le champ des délits, mais il ne s'agit absolument pas de crimes et donc de massacres. Ce qui veut dire qu'en termes de contradiction par rapport aux propos que le ministre de l'AT tenait à l'époque, le ministre de l'AT a plusieurs fois pris la parole pour pouvoir dire notre armée ne peut pas massacrer impunément des civils dans quelques endroits de l'endroit, et il a parfaitement raison. Alors, pour sortir définitivement donc, de ce sujet, cher monsieur, avez-vous l'impression que vous, le sentiment que cette autoflagellisation ou culpabilité de l'État du massacre de Gbagbo-Ogu des lendemains est meilleure, surtout dans la résolution de la crise anglophone, parce qu'il faut le rappeler, la communauté internationale et les partis politiques d'opposition pensent que l'urgence actuellement au Cameroun, c'est la résolution totale de la crise anglophone. Ce n'est pas l'État camerounais qui s'autoflagelle. C'est les Camerounais aujourd'hui qui ont fait de l'autoflagellation un sport national que pour ma part je regrette profondément. On ne grandit pas en s'autoflagellant. Que l'on fasse de l'autocritique pour pouvoir progresser par la suite, ça également ce serait très bienvenu. Mais cette histoire de dénigration, de dénigrement collectif dans lequel nous sommes rentrés en pensant que ça nous grandit, ça nous rabaisse plutôt. Quand il y a également à l'intérieur d'une société quelque chose qui ne va pas très bien, il faut le reconnaître pour pouvoir apporter des palliatifs nécessaires de telle manière à ce qu'on vive dans un monde meilleur. En ce qui concerne le gouvernement, il est dans son devoir, dans son rôle, dans un rôle totalement éthique et équitable qui consiste à dire qu'il y a un préjudice qui a été causé quelque part. On cherche des voies et moyens pour pouvoir trouver des solutions nécessaires. Est-ce qu'on tend donc vers la résolution de la crise anglophone? Attendez. La crise anglophone ne va pas se résoudre par des propos qui sont tenus par les ONG aujourd'hui, qui consistent à dire que lorsque dans un pan du territoire, nous sommes attaqués par des gens qui sont en marge par rapport à la norme et par rapport à la société, que l'on puisse les laisser le champ libre. On ne trouvera pas la paix au nord et au sud-ouest parce que l'armée aura renoncé à sa fonction première. On ne va pas trouver de calmer au nord et au sud-ouest parce que le chef de l'État aura démissionné à sa propre mission. Je peux vous assurer, Monsieur Moto, le jour où un chef d'État, quel qu'il soit, Maurice Kamto, après ou après-demain, dans un siècle, si vous le voulez bien, le président de la République qui est là aujourd'hui en place, et je crois qu'il tient ferme le gouvernement de la République, s'il y a un de ces présidents qui s'aventure à dire effectivement je renonce à ma mission qui est celui de défendre l'intégrité territoriale, c'est la cour martiale directe. Et donc c'est une nécessité impérieuse. Et encore une dernière fois, ce qui fait en sorte que j'ai la possibilité de venir à la télévision aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une certaine protection qui me vient dans l'ensemble des règles que nous sommes données en commun. Et le rôle effectivement des gouvernants, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une déviance par rapport à ces règles-là. Et lorsqu'il y a une déviance et qu'un certain nombre de gens puissent se lever demain ou après-demain pour pouvoir dire on tolère pour le bon plaisir de tolérer, c'est une déviance qui va faire en sorte que la société puisse se disloquer. On reste froid dans un principe, dans une république. Lorsqu'on a un divergence d'opinion, on demande l'arbitrage. Cet arbitrage peut être judiciaire, cet arbitrage également peut se faire par voie démocratique en disant à un moment donné, moi je suis partant pour la sécession, encore que dans une république ce n'est même pas envisageable, mais je peux revendiquer un peu plus de décentralisation, je peux revendiquer un peu plus d'autonomie dans un territoire en condition que ce soit inscrit dans le socle républicain. À ce moment-là, ces divergences d'opinion doivent se faire arbitrer par les gens qui ont le pouvoir de le faire, dans le cas d'espèce, la population. Et c'est notamment par voie électorale. Si vous pensez que vous, dans une république, on trouvera de la calmie parce qu'il y a des gens qui ont commencé à menacer par les autres, ça veut dire que vous-même, vous nous mettez en danger. Il n'y a pas de voie là-dessus. La voie qui s'achemine vers le nord ou l'ouest, très souvent on nous l'a reproché, mais ce sera la voie militaire qui fera qu'à un moment donné, il y a un qui va capituler et il serait souhaitable que ce soit pas l'État qui puisse capituler. Le rapport d'enquête sur Gbagbo révèle quelque chose qui était suffisamment caché au Camerounais. Révèle des crimes de guerre dont se sont rendus coupables les sécessionnistes en prenant des civils comme boucliers. Parce que c'est ce que le rapport dit. Si
les sécessionnistes étaient dans leur camp, avec uniquement des forces combattantes, personne n'aurait parlé de massacre, parce qu'il y aurait eu une confrontation avec l'armée camerounaise, arme contre arme. Il se trouve que les civils s'étaient réfugiés parmi les populations civiles et c'est un crime de guerre. Personne ne veut en parler. Et je me rends compte que les Camerounais qui vivent, n'est-ce pas, du financement des ONG internationales, continuent de légitimer l'action irrédentiste et sécessionnistes parce que je n'ai pas entendu des gens décrier, par exemple, la prise en otage des populations civiles. Et ce qui est bien, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, ce rapport-là légitime les forces de défense et de sécurité dans leur rôle. Et à savoir que c'est eux qui vont et qui ont la charge de la protection de nos populations. Vous avez parlé tout à l'heure de la résolution de la crise. Lorsque vous faites acte de guerre, on a eu un débat ici avec un homme politique qui disait qu'il n'y avait pas de guerre au nord-est et au sud-est. Il y a guerre au nord-est et au sud-est, et cette guerre-là a été déclenchée par des personnes n'ayant pas droit qui ont pris des armes. La résolution de la crise ne sera rendue possible que lorsque celui qui a pris de façon illégale et illégitime des armes contre sa patrie va consentir à soit déposer les armes ou alors à limiter ses actions belligérantes. Ça s'appelle le rapport de force. Donc, vous avez pris les armes contre votre pays. L'armée nationale prend ses responsabilités pour défendre le territoire et défendre la population. Le jour où un des deux camps se rendra compte qu'il ne peut pas gagner la guerre, il va aviser. Donc, si les sécessionnistes parviennent à prendre le dessus sur l'armée nationale, nous n'aurons pas de choix que de négocier. Mais tant que l'armée nationale sera capable, comme elle est aujourd'hui, de défendre le territoire et de pousser, n'est-ce pas, dans les derniers retranchements des forces sécessionnistes, vous n'allez pas. Et là, vous voyez que ceux qui demandent le plus à l'armée de déposer les armes ou de négocier, ce sont les ennemis du Cameroun, qui sont camerounais. Comment est-ce que vous demandez à une armée qui pense être en situation de victoire de déposer les armes? Oui, quand vous trouvez des gens, vos enfants, deux enfants en train de bagarrer au quartier, et que vous leur dites que le meilleur gagne, ça vous savez que vous avez choisi. Si vous demandez au plus fort de laisser, ça veut dire que vous poussez celui-là qui est en situation de faiblesse et qui attaque et qui agresse de continuer. Une crise, il faut dire que les illettrés ne peuvent pas penser la stratégie militaire. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter le fait que n'importe quel type qui a fumé de chambre doit aller à la télé dire qu'il faut qu'on négocie, il faut que les militaires rentrent dans les casernes. Je ne connais pas encore l'histoire d'un pays où les militaires, même dans la situation de la Deuxième Guerre mondiale, même l'armée de Hitler n'était jamais rentrée dans les casernes. L'armée rentre dans les casernes le jour où elle estime qu'elle ne peut plus. Vous ne pouvez pas être là à alimenter une fronde. Quand l'armée ne recule pas, vous dites qu'il y a eu massacre. Quand ce n'est pas les massacres, il y a toujours, vous allez constater que depuis que cette guerre-là a cours, il y a une fronde de l'opinion qui a 0,01% au Cameroun, qui s'arrange à créer un événement nouveau dans la guerre. Est-ce que vous avez constaté avec nous que la situation s'est suffisamment calmée? Vous savez pourquoi la situation s'est calmée? La situation s'est calmée à 95% au Nozo depuis que la pandémie du Covid-19 a touché le Nigeria. Parce que les frontières sont fermées. Donc la situation s'est calmée, pas parce que les sécessionnistes ont peur du Covid-19, parce qu'il y a un peu le Grand Nord. C'est-à-dire que les munitions n'arrivent plus. Les munitions qui passaient par les frontières n'arrivent plus. Donc ça choque tout le monde, y compris les soutiens étrangers, n'est-ce pas, de ce groupe-là. Parce que si ça continue, dans quelques jours, ils n'auront plus de munitions et ils n'auront pas de choix que de se rendre à quelque chose. Mais bon, dans une situation de crise, chaque personne va résoudre les problèmes, les contingences liées à sa propre suivi, à sa défense. C'est ce qui se passe dans le Nozo actuellement. D'accord, ce compagnie de Kobo. Salimbo, merci d'être passé par ici. Un dernier mot, mais alors un dernier mot avant de vous revoir. Un tout dernier mot, je voulais seulement porter une réflexion en disant ce qui doit caractériser principalement les hommes d'État, c'est le respect des principes. Si vous êtes commencé à vous jouer des principes, effectivement, vous perdez la face chaque fois parce que
Regardez très bien, je voulais également faire un petit clin d'œil à Mathias Ourouangeni qui a été nommé tout récemment au poste de vice-recteur. J'ai fait allusion à lui également. Je voudrais faire également un second clin d'œil au cardinal Christian Toumi. Ces deux personnalités qui, pendant un moment donné de leur trajectoire de la vie publique, ont été très largement écoutées. À partir du moment où ils commencent à prendre des positions de principe, vous voyez très bien qu'on ne les écoute plus. Je voudrais citer un des messages qui a été lancé par Christian Toumi. On ne peut pas envisager une armée sans armes, mais on peut tout à fait envisager des empoisonniers sans armes. Et dans ce cas, dans ce principe-là, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont fermé leur radio parce qu'ils ne voulaient plus entendre ce genre de déclaration. C'est une déclaration de principe. Je crois qu'il faut s'aligner là-dessus. On peut dire mission accomplie ce dimanche, Samuel Motte? Pardon? On peut dire mission accomplie ce dimanche? Oh, mais nous serons toujours dans la bataille. Quand on commence à dire mission accomplie, ça veut dire que vous ne partez pas dans la bataille. Vous avez une tâche à remplir aujourd'hui? Non, mes patrons vous le diront. Mais j'ai essayé de mon mieux. D'accord. Merci d'être passé par ici ce dimanche. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Dans un court instant, mesdames et messieurs, on va prendre le second plateau et on parlera, bien entendu, du coronavirus. Le coronavirus frappe et n'épargne personne, ou presque. C'est conscient de cela que le ministre de la Défense a tenu à effectuer cette visite ici à l'hôpital militaire de Yaoundé pour rappeler au corps médical de l'armée et au personnel paramédical que toutes les mesures doivent être prises pour que le Covid-19 ne se rajoute pas aux situations délicates des malades internés dans ce centre hospitalier parce que déjà affaiblis par d'autres pathologies. Plus précisément, les victimes de guerre. Ces militaires blessés sur différents théâtres d'opération où ils étaient en mission commandée pour remplir leurs devoirs avec honneur et fidélité. Appelant ce corps médical à respecter toutes les prescriptions gouvernementales prises dans la lutte contre la pandémie coronavirus, le ministre Joseph Betty Assomo a félicité les efforts fournis jusqu'ici avant d'inviter les uns et les autres à s'apprêter à prêter main forte au corps médical civil sur l'ensemble du triangle national. Je voudrais demander à nos personnels médicaux et paramédicaux d'être moralement armés, à jouer un rôle davantage important dans ce combat au cas où les choses viendraient à se compliquer. Pour faire face au coronavirus, le ministère de la Défense a lancé la production des Kachni. Et c'est ici, à l'atelier central de confection de la réserve logistique des armées créée en 1992 pour la confection des tenues de l'armée, que des hommes et des femmes se donnent à la tâche pour satisfaire la demande. Tout commence sur cette table de coupe consacrée au matelassage. Les maîtres coupeurs commencent par le traçage, évaluent le nombre de pièces, puis passent le relais au maître tailleur qui les porte à la chaîne. Après la couture, le nettoyage prend le relais avant de faire le passage au repassage, puis le conditionnement avant l'envoi à la réserve et la redistribution par le magasin. Ces masques sont confectionnés selon les normes de la norme. La capacité journalière est de 2500 pour le moment par jour. Dans 5 jours, nous pourrons aller à 5000 masques par jour. Ces masques sont constitués de 100% coton et aussi du polyester pour éviter que les fibres ne puissent pénétrer dans les narines. Et puis, on a aussi testé ces masques par le ministère par la santé, la direction de la santé militaire. C'est quand ils ont fait un OK que nous avons lancé la production. Une unité de production composée de civils à 75% et le reste de militaires installés chacun devant sa machine. Une cinquantaine au total, en respectant le port du masque et la distanciation requise. Le ministre de la Défense, en visite sur le site, a effectué le tour des différents ateliers et pris des renseignements pour se rassurer du bon déroulement du travail. Il a encouragé les efforts des équipes, mais également fait quelques recommandations. Nous avons vu des couleurs qui ont été validées par le commandement militaire pour camoufler le vert pour le moment. Par la suite, je crois qu'il y a d'autres couleurs qui sont attendues, telles que le bleu ciel de l'armée de l'air. Je voudrais d'ailleurs vous demander de prolonger les journées de travail. Je veux savoir que vous n'avez pas de week-end.
parce que la pandémie n'arrête pas sa progression. Pour terminer, je voudrais d'ailleurs, au-delà des besoins des armées, vous projetez déjà dans une production qui pourrait également servir aux Camerounais civils. Rappelons qu'au Cameroun, le gouvernement conjugue ses efforts pour lutter contre le coronavirus qui a déjà fait de nombreuses victimes. Le ministre de la Santé publique, l'État du Cameroun continue de maîtriser le virus. Manuel Damalachi l'a fait savoir en fin de semaine dernière en s'appuyant sur les chiffres suivants. 1430 personnes infectées, dont 692 actifs, 120 hospitalisés, 20 sous assistance respiratoire, 668 guéris et 43 décès. Une présentation des faits qui pourrait laisser présager des lendemains meilleurs au Cameroun. On en parle cet après-midi, mesdames, messieurs, avec la seconde équipe. C'est le second fait de cette journée. Denis Kwebo, restez des nôtres en plateau. Une fois de plus, bon après-midi, Denis Kwebo. Bon après-midi, Narcisse. Je suis content de continuer dans ce deuxième plateau, puisque je ne suis jamais intervenu sur les questions liées au Covid depuis le début. D'accord. Également en plateau avec nous cet après-midi, c'est son deuxième passage, Dr Roger Edouard, médecin de la santé publique. Bon après-midi. Bon après-midi, Narcisse. Bon après-midi à tous vos téléspectateurs. Vous gagnez la parole, docteur. Que vous inspirent ces statistiques, ces chiffres présentés par le ministre de la Santé? Ce sont des chiffres plutôt rassurant. Ça veut dire que nous repoussons encore l'échéance qu'on avait tous prédit. Tous les épidémiologistes, tous les experts avaient prédit en ce moment, dans la modélisation de l'évolution de l'épidémie, qu'en ce moment nous serons déjà au pic. Et nous serons au minimum à 100 000 cas. 100 000 cas actifs et des dizaines de milliers de décès. Donc aujourd'hui, pas seulement le Cameroun, mais l'Afrique semble avoir retardé l'échéance, pour ne pas dire démenti, de ce cataclysme, de cette hécatombe qui est à venir. Mais nous continuons à être vigilants parce que malgré ces chiffres qui sont plutôt intéressants, le coronavirus reste une maladie mystère pour laquelle on peut à la fois en guérir facilement, vous avez vu le nombre de guéris, presque 700, mais pour laquelle on peut également en mourir très facilement. On a tous des cas, les gens ont dit j'étais avec lui ce matin, il est mort, j'étais avec tel. Les gens meurent comme ça. Donc ça reste quand même un vrai mystère. Et en dehors donc, de ces chiffres en valeur relative, même en valeur absolue, qui sont plutôt satisfaisants, ça reste une véritable menace. Véritable. Il est aujourd'hui... Ce n'est pas une maladie, mieux vaut avoir une maladie chronique pour laquelle on peut encore envisager, voir le temps de vous rattraper, voire de guérir, voire de gérer. Mais le coronavirus, en quelques instants, peut vous emporter. On peut ainsi perdre la moyenne d'âge des personnes qui décèdent. 80% des personnes qui décèdent ont au moins 50 ans. 20% ont à peu près entre 40 et 50 ans. 8 personnes sur 10 qui décèdent sont des hommes. Et quand vous voyez, moi qui suis dans le domaine de l'entreprise, dans le monde économique, c'est souvent des personnes, entre guillemets, d'expérience, des fortes têtes, des talents qui sont emportés comme ça. Et c'est une énorme perte pour la productivité de l'entreprise, pour le salarié, pour sa famille. Et sur le plan social, ce sont des orphelins qui restent à la société. Autant on doit s'enorgueillir du fait que les chiffres ne sont pas très
très alarmant. Autant devrait aussi s'interroger. Le Cameroun est deuxième pays le plus touché en zone subsaharienne après l'Afrique du Sud. Est-ce que cela ne devrait pas susciter la peur, la psychose chez les Camerounais? Bien évidemment. Et qu'est-ce qui peut déjà expliquer le fait qu'on soit deuxième à être affecté par la pandémie du coronavirus? Ce qui peut expliquer cette statistique, d'abord au niveau il y a eu un certain nombre de faits qui sont déroulés. Nous avons à un certain moment vécu la bombe, on appelle ça la bombe, c'est pas aérienne, de cet afflux d'arrivants. On a le célèbre vol du 17 mars. Certains pays avaient fermé les frontières très rapidement. Nous, on a peut-être un peu, parce qu'évidemment, c'est toujours des mesures qui sont extrêmement compliquées à prendre pour rendre jeu. Fermer une frontière, c'est pas un jeu. Et donc, probablement, le temps que les dirigeants prennent la pleine mesure de la menace, on a eu donc ces bombes virologiques qui sont entrées. Et contenir a été beaucoup plus difficile. Vous savez bien que le taux de reproduction du virus, c'est en fait le taux de contamination. Une personne contamine à peu près entre 3 et 5 personnes. Donc, quand ces personnes sont arrivées, la contention dans des zones de confinement, peut-être, je ne sais pas si elle a été optimale. Il y a peut-être eu probablement des contaminations peut-être dans le vol. Il y a eu peut-être des contaminations au niveau à l'arrivée. On a le célèbre cas du gouverneur qui lui-même, je n'invente rien, qui a témoigné que probablement c'est là où il a été contaminé. Je ne sais pas exactement également dans les zones est-ce que c'était des zones de cantonnement ou des zones de confinement? Est-ce que les gens étaient seuls dans leur chambre? Est-ce qu'ils étaient quand même regroupés peut-être dans les restaurants et tout? Est-ce que la contagion, il n'y a pas eu une partie également là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas eu également des fuites? On a eu le cas, par exemple, du préfet du Fundi qui s'est insurgé. Le fait que des personnes en confinement recevaient des prostituées de nuit. Donc, c'était évidemment, il y a eu un certain nombre de ces événements qui se sont déroulés. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a eu la contamination communautaire parce que un nombre de personnes se sont échappées. On a par exemple on a le cas d'une personne qui s'est échappée de sa zone de confinement et qui allait mourir, je crois, à Bafang ou quelque chose. On l'a retrouvé. Donc, imaginez le temps qu'il sorte, qu'il prenne un transport en commun, qu'il arrive dans son village. Donc, c'est assez difficile. Maintenant, on a également les conditions de vie. Surtout dans les grandes agglomérations. Douala est une ville qui est très dense, où la densité humaine est la plus élevée du pays. Les transports en commun ne sont pas extrêmement fluide. Les gens montent encore sur des motos à 2 ou à 3. Les taxis sont encore surchargés. Les bus sont encore surchargés. Donc, ça n'a pas favorisé la distanciation sociale au début. Et nous avons maintenant le dernier fait. Pendant que d'autres pays ont peut-être choisi le confinement strict, que personne ne sort de son domicile, pour essayer d'aplatir complètement la courbe d'évolution de l'épidémie, le Cameroun, par rapport à son contexte socio-économique, par rapport à la situation, aux risques sociaux, a probablement choisi la méthode de régulation sociale. C'est-à-dire pas de confinement, c'est-à-dire on laisse quand même les gens circuler, on laisse une activité économique basale, mais on essaye de freiner un peu le ralentissement de l'évolution de l'épidémie. Ce qui a quand même un avantage sur le plan économique, c'est qu'aujourd'hui, les activités économiques ne sont pas complètement arrêtées. On n'a pas encore... les gens quand même arrivent à gagner leur pain, mais
ça quand même aussi, puisque les gens continuent de circuler, de travailler, favoriser aussi la contamination. Donc, sur ces faits, vous savez, je crois que c'est en Côte d'Ivoire, il y a un couvre-feu. Au Sénégal, il y a également des mesures de restriction de liberté très strictes. Et le Cameroun est donc l'un des pays qui a donc choisi cette méthode donc de régulation sociale pour essayer juste de freiner la propagation sans pouvoir détruire son tissu économique. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que l'économie reste quand même un pilier, un déterminant de la santé. C'est-à-dire aujourd'hui, si tout le monde est en confinement, si tout est fermé, si l'économie s'écroule, les gens n'auront plus rien à manger. Et évidemment, avant des troubles sociaux, c'est d'abord la maladie. Si vous n'avez rien à manger, vous tombez malade. Donc je pense que le gouvernement a probablement essayé de jouer à ceux qui conduisent la voiture sur une colline, et tout ça savent qu'on joue sur les deux pédales pour évoluer en côte. Vous jouez, vous appuyez un peu sur l'embrayage, voilà, la montée en courbe, vous appuyez sur l'embrayage, vous appuyez sur l'accélérateur, vous jonglez, et tout ça pour quand même faire avancer sans que... D'accord. Voilà, alors, Denis Kobo, docteur Toa parle du choix opéré par le Cameroun pour contrer la pandémie, le coronavirus, la régulation sociale, alors qu'ailleurs, c'était le confinement total. Bonne stratégie ou pas? Alors, on peut... évaluer au résultat, et quel que soit le bout par lequel on va le prendre, on ne va pas dire des choses extraordinaires parce que si cette pandémie s'est glissée dans 2 ou 3 pays, on pourrait assez facilement se livrer à des comparaisons faciles. Et là, nous avons le monde entier qui est touché par une pandémie. Et je suis dans une situation de crise humanitaire, de crise sanitaire. Et ce qu'on regarde à ce moment-là, c'est la riposte. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, on aurait eu un cas de coronavirus au Cameroun. On l'aurait eu sans savoir qu'au bout de 2 semaines, des dizaines de personnes seraient contaminées. On a eu des pays comme le Burundi où on a dit qu'il n'y a aucun cas. Pour qu'un beau matin, on vous dise qu'il y a un cas. Lorsqu'il y a un cas de Covid-19, sur une personne qui a été au contact d'une ou 2 autres personnes, vous savez que c'est parti une fois pour toutes. Il y a des pays qui ont décidé de ne pas dire quelle était la situation réelle de la pandémie, parce qu'il y a aussi une gestion politique des crises sociales. Ça, il faut le savoir. On ne va pas vite dire si... je crois que c'est au résultat. Vous avez vu ce que les Américains ont fait. Le président a ironisé. Il a parodié et il continue de le faire. Et vous comptez bien le nombre de morts par jour. Alors, moi, je suis un journaliste porté vers les statistiques. Parce que les statistiques peuvent renseigner sur beaucoup de choses. Donc, si on a 25 millions d'habitants au Cameroun, avec 1000 cas, par exemple, de Covid-19, ça veut dire qu'on a un cas pour 250 000 habitants. On peut regarder l'ampleur du phénomène. Si on veut comparer les chiffres, croiser les chiffres, ce n'est pas avec les chiffres d'un autre pays, parce que l'environnement social, le tissu sanitaire n'est pas le même dans les 2 pays. Par contre, on pourrait comparer les chiffres du Covid-19 avec d'autres pathologies qui existent dans le pays et voir comment est-ce qu'on réagit. Donc, ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai vu des gens qui sont allés très vite sur ces projections sur d'autres pays alors qu'on n'est pas dans le même environnement. Vous avez des pays sahéliens. Moi, je fais beaucoup de tours dans le Sahel où les gens sont pratiquement protégés tout le temps. Vous allez chez les Touaregs qui ont toujours leur turban. Au Cameroun, aujourd'hui, tout le monde dit qu'on ne peut pas respirer avec le masque. Il y a des pays où tout le monde est prêt. On a toujours été presque masqué. Quand vous êtes sur une zone où il y a beaucoup de poussière ou de sable, vous voyez que tout le monde est en turban. Vous voyez les militaires maliens, les militaires burkinabés, comment ils s'habillent. Ils sont dans le Sahel et puis ils se protègent. Vous n'allez pas comparer le rythme de propagation du virus dans un environnement où les gens étaient habitués ou prédestinés au port. Il y a des mesures barrières. Il y a des pays où on se salue d'une certaine manière.
Donc la propagation ne va pas seulement, on peut apprendre dans l'absolu le fait que le nombre de malades au Cameroun, de positifs au Cameroun aujourd'hui dépasse le nombre de malades de positifs au Gabon. Encore qu'on est là, on a dit qu'on n'a pas atteint le pic ici, tout comme on n'a pas atteint le pic ailleurs, et ce serait tôt de voir, de tirer des conclusions sur cette pandémie-là. Moi, ce qui m'intéresse toujours en cas de crise, en cas de catastrophe, c'est comment est-ce qu'on est en train de réagir. Tout à l'heure, le docteur disait, c'est une méthode, ça c'est une... il y a une volonté qui était pour les politiques camerounais d'utiliser cette stratégie-là pour contenir ou bien venir à bout de la maladie. Parce que le confinement, quand on parle de confinement, on est dans la prévention pour limiter le rythme de propagation. Sauf que le chiffre des guéris, moi les chiffres des guéris m'interrogent. On est là à 50% de personnes, à peu près 50% de personnes infectées qui sont déclarées guéries. Et quand on regarde les chiffres, la courbe de guérison, il y a de fortes chances que ça évolue toujours de façon assez positive pour le bien de toute la communauté nationale qui se bat contre cette pandémie-là. Donc, moi, je ne prends pas sur moi, n'ayant pas tous les leviers ici ou ailleurs pour comparer l'approche des pouvoirs publics. On sait que le Cameroun n'a jamais connu ce type de pandémie-là par le passé. On a eu autre chose, mais pas de cette maladie qui effraie et qui est une réalité. Parce que il ne faut pas... parce qu'il y en a qui regardent. Quand on dit qu'il y a... Même s'il y a 1 pour 1000 la possibilité d'être contaminé, ça veut dire que le 1 là, ça peut être vous. Donc il n'y a pas la possibilité, il n'y a aucune possibilité de savoir que je ne serai pas contaminé. Et cette simple incapacité à prévoir ou prédire le fonctionnement, le comportement du virus, pour dire que les mesures barrières, par exemple, qui ont été édictées, soient le meilleur médicament pour l'instant. Parce que moins on a de personnes contaminées, mieux la capacité de riposte serait, je veux dire, adéquate. Docteur, toi? Oui, je voudrais quand même apporter un bémol sur ce que Denis dit. En épidémiologie, il y a ce qu'on appelle des biais d'observation. C'est-à-dire que ce sont des facteurs qui occultent, je vais dire, l'objectivité dans l'observation des statistiques sanitaires. Par exemple, au Cameroun, la France effectue à peu près 25 000 tests par jour. L'Allemagne et la Corée du Sud culminent autour de 500 000 tests. Nous, je ne sais pas, je crois qu'on doit probablement peut-être plafonner à 100 ou 200 et tout ça. Donc, on a quand même, sur le plan de la dynamique du dépistage, quand même quelques retards et tout ça qu'il faut quand même qu'il faut noter. Donc, se comparer en se basant uniquement sur les chiffres risque d'être trompeur. Par contre, l'impact d'une stratégie de santé publique se mesure, en termes de mortalité, deuxièmement en termes d'espérance de vie, troisièmement en termes de qualité de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France a choisi le confinement, l'Italie a choisi le confinement, le Cameroun a choisi la régulation sociale. Si on commence par la mortalité, bon, même si on va dire que, parce qu'on a dit, le ministre dans les statistiques, il a dit qu'il y a 53 personnes décédées et une grande majorité dans la communauté. Extrapolons en disant qu'il y a eu plus du double qui est décédé dans la communauté, hein? Peut-être même 100, 200. Cela reste toujours assez marginal. Ça veut dire que tout ça, ça dit qu'en termes d'impact sur la mortalité, le confinement n'est pas supérieur à la stratégie qui est utilisée. Maintenant, en termes évidemment d'espérance de vie, on le voit aujourd'hui, la moyenne des personnes qui décèdent en France ou en Italie, c'est dans les 75 ans et tout. Donc, ils vont probablement prendre un grand coup
dans l'expérience de vie pour l'après-Covid. Quelqu'un plaisantait en disant que leur système de sécurité sociale va même probablement prendre un grand bol d'air parce qu'il y aura moins de retraités à prendre en charge. Donc, on ne peut pas dire que leur stratégie va améliorer l'espérance de vie. Troisièmement, sur la question de la qualité de vie. Quelle est la qualité de vie d'un confiné par rapport à celle d'un non-confiné? Celui qui peut quand même sortir un matin, aller quand même faire son travail, aller quand même faire une certaine course et rentrer. Aujourd'hui, en Europe, il y a une montée exponentielle des problèmes psychologiques, mentaux, qui se traduisent notamment avec des dépressions, des cas d'angoisse et surtout des violences conjugales. Il y a le taux de violence conjugale a explosé en Occident. Donc la qualité de vie de cette stratégie n'est peut-être pas aussi meilleure. Donc quand on compare tout ça, il faut quand même, nous tous, moi en tant que médecin de santé publique, parce qu'on appelle, à peu près en ce moment, 4 milliards d'humains sont confinés. Et on s'est dit, si le confinement a marché en Chine, en Inde, à peu près en Inde en ce moment, c'est 1,3 milliard d'habitants, tous confinés. En France et tout, on s'est dit que, on appelle ça en santé publique, public evidence policy, c'est-à-dire des politiques publiques qui ont marché ailleurs. Donc on s'est dit, si ça marche ailleurs, autant les appliquer. Mais après, on s'est dit, non, il ne faut pas qu'on applique bêtement les stratégies qui ont été appliquées ailleurs. Il faut peut-être qu'on pense à des solutions africaines, camerounaises, s'il faut le dire comme ça. Et je pense que sur ce coup, je peux le dire, les autorités sanitaires ont été plutôt remarquablement efficaces. Je peux le dire un peu comme ça. Je prends juste l'exemple de la personne la plus en vue dans ce combat, le ministre de la Santé publique, qui s'est montré exemplaire sur à peu près 3 ou 4 points, notamment un sur l'empathie. C'est ce qu'on demande aux dirigeants, d'être empathiques. C'est-à-dire que de partager la souffrance et tout ça des personnes qu'ils dirigent. On le voit évidemment sur les réseaux sociaux qui résout un certain nombre de problèmes, un certain nombre de détresse, d'appels à l'aide et tout ça. Il en prend sur lui personnellement et tout ça là de résoudre. On va peut-être dire, certains vont me dire que c'est peut-être du one-man show, mais à un moment, ça apporte quand même du baume au cœur de dire que vous pouvez interpeller une autorité sur un problème et qu'il va pouvoir les résoudre. Donc l'empathie, c'est très important, c'est très rassurant pour le peuple. La deuxième chose sur laquelle c'est montré exemplaire, c'est sur la question de la communication. Parce que la communication est très importante. C'est de la redevabilité sociale. En anglais, on appelle ça accountancy. Ça veut dire qu'il faut être comptable auprès de ceux que vous dirigez. Il faut communiquer. Il faut leur donner la bonne information. Aujourd'hui, on a eu tel nombre de cas, tel ceci. Voilà ce qui s'est passé. Nous sommes à tel nombre de guéris. Nous sommes à ceci. Voilà l'information. Voilà ce que nous sommes. Voilà, nous sommes à tel niveau. Et en dehors de ces tweets, je pense qu'il y a des conférences de presse quotidiennes au niveau du ministère de la Santé qui rendent compte. Et à ce moment, je pense que mensuellement, et tout ça, le Premier ministre lui-même, il prend la parole pour dire que voilà, et il essaye d'ajuster des mesures. Il a pris 13 mesures, après il a ajouté 7 mesures, après tout ça, et il rend compte. Parlons justement du bon, je vais chuter maintenant sur... Ensuite, il y a des questions de lobbying. De lobbying. Vous savez que parfois, pour faire... L'État est une grosse machine. Parfois, pour faire bouger tout ça, pour réclamer du matériel, pour installer, on a vu des hôpitaux mobiles qui sont installés dans les stades et tout. Vous voyez, on a vu une autre, par exemple, le secrétaire général de la présidence donner l'autorisation, un feu vert pour acquérir en urgence et tout ça, ce matériel. Il faut, c'est une compétence également, c'est-à-dire que pour pouvoir négocier, pour pouvoir débloquer un certain nombre de dossiers. Nous connaissons tous des grands dossiers de la République qui sont assez coincés. Sur la quatrième chose sur laquelle il s'est montré exemplaire, c'est sur les actions de terrain. C'est-à-dire qu'il faut être sur le terrain.
Il faut être, si les gens ont des problèmes, ils sont arrivés, ils ne savent pas où loger, vous réquisitionnez les hôtels. Si les hôtels sont pleins, vous réquisitionnez les logements sociaux. Après, vous allez sur les logements sociaux, il n'y a pas de commodité, de lit, de chaises, tout ça. On a vu le lendemain, on a apporté tout ça. Donc sur ce coup, je peux dire que ce soit pensé ou pas, les dirigeants les autorités sanitaires sont montrées plutôt exemplaires sur ce coup. Maintenant, on va peut-être arriver sur notre partie. Il reste un nombre important de problèmes à résoudre. On en parlera certainement tout à l'heure. Et puisqu'on parle du ministre de la Santé publique, il vient juste de poster un tweet, notre communication. Et je vais le lire, je vais la lire, cette communication. Nous avons 103 cas, 20 à Yaoundé et 83 à Douala de plus ce jour, soit un total de 779 actifs, 12 sous oxygène et 118 hospitalisés, 786 guéris, 56 décès. Voilà donc les nouveaux chiffres. Le ministre d'ajouter l'observance des mesures et barrières peuvent payer plus que ça. Portons nos masques en sortant, sinon restons chez nous. Alors Denis, je profite donc pour vous demander l'idée que vous faites de la communication gouvernementale autour de cette crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Ok, tout à l'heure, le docteur voulait parler d'accountability. Oui, accountability. Oui. Merci. Le fait de rendre compte, et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je voulais d'abord observer que le gouvernement, au fur et à mesure, a structuré sa communication. Au départ, c'est tout le monde qui parlait, et maintenant, là, nous l'avons dit sur d'autres sujets. Lorsque la parole revient aux techniciens dans un pays ou dans une société, dans une structure, les problèmes sont beaucoup facilement résolus que si tout le monde parlait à la fois. Et parce que c'est le domaine du ministre de la Santé, il n'agit pas à titre personnel, il agit pour le compte d'un ensemble de spécialistes de son ministère. Il agit aussi de concert avec beaucoup d'intervenants, parce que le ministère de la Santé est en vue parce qu'il s'agit de la santé, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui interviennent dans la chaîne. C'est bon pour une fois que le gouvernement ait compris qu'il fallait que la personne en charge soit la mieux indiquée pour en parler. Et ça marche mieux. Et là, le docteur n'est pas entré en contradiction avec moi. Quand je parle justement, vous avez dit ce que je disais en disant qu'il ne faut pas comparer en se projetant seulement en disant Mali. Non, il y a des éléments sur lesquels on peut fonder une comparaison. Et là, ce que vous avez fait, qui marche, tout le monde constate que ça marche. Et sur le côté empathique, n'est-ce pas, des autorités en charge de la riposte, c'est important. C'est important pour la communication. Parce que lorsque ceux qui communiquent ne sont pas crédibles, quel que soit ce qu'ils disent, ça ne passe pas. On a l'impression qu'il y a une touche personnelle du ministre de la Santé, Mme Ouda, qui, en réalité, fait corps avec l'ensemble des acteurs pour dire aux Camerounais à peu près ce qui se passe. Et il y a aussi quelque chose de plus important, c'est l'attitude des autres acteurs. Nous sommes des relais de cette communication-là. Tout au long des 2 derniers mois, nous avons eu des échanges entre journalistes sur le fait que quand il y a une situation, je parle parce que je travaille sur... j'ai des formations spécialisées sur la communication en situation de crise humanitaire, le fait de polémiquer, et ça a posé énormément de problèmes au Cameroun. Il y a des problèmes qui sont secondaires, des problèmes qui sont périphériques, qu'une certaine opinion s'obstine à mettre à l'ordre du jour, alors qu'il y a des urgences. Le fait qu'il y a même d'autres choses encore plus compliquées qui restent à faire, et on ne peut pas perdre en énergie sur des questions assez tout à fait périphériques. C'est ce qui brouille la communication, parce que vous savez, il y a la notion de responsabilité ici est plus forte que sur toute autre question. Vous avez vu, on a des gens qui peuvent passer 3 jours à épiloguer sur un mort. Est-ce qu'il est mort de Covid-19 ou pas? Ce n'est pas important. Il est important de sauver des vies aujourd'hui. Il est important aujourd'hui de limiter la propagation
de ce virus-là, qui est un virus extraordinaire, personne ne parvient à le maîtriser. On n'a donc pas une seule seconde à perdre dans des choses qui ne rentrent pas dans le champ des mesures urgentes. Quand on parle de mesures urgentes, ça ne veut pas dire qu'on a évacué, qu'on a oublié tous les autres problèmes. Il y aura une évaluation au moment du répit. Et pour l'instant, on n'est pas encore au moment du répit. On est dans la phase où on ne doit ménager aucun effort en vue de maîtriser la pandémie. Et sur cela, la communication, il ne s'agit même pas de la communication gouvernementale, c'est de la communication tout court. La communication gouvernementale consiste à parler d'une affaire qui concerne le gouvernement. Nous ne sommes pas là dans le cadre d'une communication gouvernementale. Nous sommes dans le cadre de la communication tout court sur une pandémie qui menace le Cameroun et qui menace le monde. Parce qu'au-delà de nous, ça menace tout le monde autour de nous. À ce moment-là, il s'agit donc d'une communication intégrée avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes pour qu'on vienne à bout de ce défi-là. Si on prend seulement la communication gouvernementale, on aura les problèmes qu'on est en train d'observer. Il s'agit justement, quand je le dis, c'est pour parler aux autres intervenants, pour leur dire que moi, j'ai les personnes qui diffusent le plus de fausses informations sur le Covid, c'est certains médecins. Je n'ai pas envie mais le médecin, celui qui est là, il sait. Il y a des gens qui passent un coup de fil, ils sont en train de boire leur bière au quartier, et le médecin raconte des tas de choses. Il y en a qui disent, bon, moi, cette semaine, si j'ai eu 50 cas sous la main. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça que ça... Il faut que chacun de nous... Et quand le médecin dit, j'ai eu 3 cas, celui qui a écouté ça, il dit, ben, mon ami médecin m'a dit, vous savez, moi je suis Nazi sur le forum des jeunes avec nous. On dit, ben, on a un ami médecin qui nous a dit qu'il y avait 30 cas. Mais cet ami médecin-là, participe-t-il? Est-ce qu'il sait qu'il a une responsabilité énorme dans la communication qui est faite autour de la lutte contre cette pandémie-là? C'est pas le problème. Moi, j'écoute un spécialiste sur la question. Si tout le monde prenez sur lui d'y aller de cette façon, parce que ça, nous ne sommes pas au moment où il faut essayer d'être subjectif. On ne doit pas être subjectif sur cette question-ci. Et la preuve, c'est qu'il y a des médecins qui meurent, il y a tous les autres qui sont contaminés, des personnels de santé. À ce moment-là, il est important que nous tous, on intègre la dimension nationale de cette communication-là. Et le gouvernement a... sur la question des points de presse que je dis, c'est important, parce que personne ne dira que le gouvernement n'a pas dit, personne ne dira que le ministre a... J'ai vu des gens qui interpellent le ministre sur Twitter, il les répond, ou l'interpeller sur Facebook, il vous répond. Peut-être que cette crise va aider le pays tout entier à structurer les interactions entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouverner. Si on procédait comme ça, on n'a pas entendu la question de l'empathie, si il en était ainsi depuis, on aurait vaincu beaucoup de fléaux, beaucoup de maux dans notre société, parce que chacun des acteurs aura compris qu'il a un rôle à jouer, chacun comprendrait qu'il a une responsabilité à prendre et qu'il a aussi une contribution à faire pour qu'on vienne à bout des défis. Alors, il me souvient, docteur, qu'une fois sur le plateau, vous reprochiez au gouvernement de n'avoir pas associé toutes les intelligentes scientifiques pour une meilleure lutte contre le coronavirus. Alors, j'imagine que votre appel a été entendu. Où en est-on aujourd'hui avec cet appel? Je pense que, sur le plan structurel, je pense qu'il y a un comité scientifique qui vient d'être installé, qui a d'ailleurs édicté un certain nombre de recommandations, notamment sur le protocole thérapeutique national, qui est composé justement de la chloroquine et de l'azithromycine, et elle donne un certain nombre de médicaments adjuvants. Donc, on peut dire que le ministre ou les autorités sanitaires ont commencé à entendre notre voix et à écouter et à s'associer les professionnels. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, cette lutte doit dépasser le cadre de la santé publique et doit devenir, en fait, on doit intégrer des éléments de santé communautaire. C'est quoi la santé? La santé communautaire, elle vise elle doit permettre aux citoyens de prendre en charge, de prendre en charge eux-mêmes leur santé.
Et ça, c'est depuis la charte d'Ottawa que d'ailleurs le Cameroun a signé en 1986 sur justement la santé communautaire et qui a abouti justement à l'initiative de Bamako en 1987, qui a abouti à la création des districts de santé. Mais aujourd'hui, ça reste encore incomplet. Donc aujourd'hui, je dis, il faut associer les intelligences scientifiques, il faut associer les sociétés civiles sanitaires, les représentants des syndicats, les représentants d'associations, de médecins, d'infirmiers, d'autres paramédicaux. Il faut associer des sociétés savantes, des organisations à base communautaire. Aujourd'hui, moi, j'ai été médecin-chef partout. J'ai été médecin-chef à Tonga. J'ai été, je crois que c'est dans le... J'ai été directeur de l'hôpital du district à Ngoumou. J'ai fait un peu de terrain. Et nous, on a beaucoup travaillé avec des organisations à base communautaire et des organisations de la société civile. Parce qu'il faut les intégrer. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas sur Twitter. Tout le monde ne connaît pas le ministre et tout. Donc, la maman qui est là, et tout ça doit pouvoir prendre en charge sa santé. Mais pour qu'elle prenne en charge sa santé, il faut qu'on lui donne les moyens de prendre en charge sa santé. Les moyens, par exemple, peuvent être dans l'acquisition des connaissances. L'acquisition des connaissances, justement, ce sont des organisations, ce sont ses pairs qu'on aura formés, qui vont lui montrer comment on lave les mains, en lui parlant en patois, comment on porte un masque, comment adapter, comment résoudre un certain nombre de problèmes dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et donc ça c'est très important. Il faut mettre jusqu'aux agents relais communautaires, des gens qui partagent le mectisant, des gens qui partagent les vermifuges. Il faut les intégrer. Ce sont des officiers, ce sont des forces de réserve qui sont absolument sous-exploitées, inutilisées dans la lutte. Le ministre lui-même a lâché le mot. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de la contamination communautaire. Et donc, il faut donc mettre en place toutes les stratégies de santé communautaire. C'est des outils, c'est des skills, comme on dit en anglais. Et c'est pas aujourd'hui, le gouvernement, je veux dire, je l'ai dit, a quasiment une moyenne excellente sur les mesures institutionnelles à prendre. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce qu'on a pris aujourd'hui est inférieur à ce qu'on a pris en France comme mesure. Je ne pense pas. Avec peut-être une efficacité en plus. Mais maintenant, au niveau de la santé communautaire, c'est là où il faut descendre. Il faut redynamiser les districts de santé. Et quand je dis redynamiser, c'est qu'en dehors du renforcement du système du district de santé, et les plateaux techniques et tout, il y a des structures, il y a ce qu'on appelle des structures de dialogue. Le COSA, comité de santé, comité des districts de santé, comité de gestion. Toutes ces structures doivent être pleinement impliquées, intégrées, tout ça dans la lutte. Donc je ne prêche pas pour la question, peut-être on va dire que non, le docteur Eto'o veut être invité, je sais pas, non, c'est pas une question de docteur Eto'o, c'est pour que l'ensemble de la communauté, l'ensemble des intervenants du système de santé puissent être impliqués, parce qu'il faut penser déjà à l'après-Covid. À l'après-Covid, si on ressort avec un système de santé, parce qu'aujourd'hui, c'est une crise du système de santé. Aujourd'hui, en termes de faiblesse des plateaux techniques, en termes de faiblesse de la perfusion financière du système de santé. Vous savez qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé ne reçoit à peine 4% du budget national, loin des 15% recommandés par Abuja. Donc aujourd'hui, même en termes du système d'information sanitaire, aujourd'hui le ministre a dit qu'il y a 53 personnes qui sont mortes dans la communauté. Comment on peut avoir des chiffres de tous ceux qui sont infectés, de tous ceux qui se décèdent, l'information ascendante, l'information descendante? Comment on peut renforcer tout ça? Il y a des faiblesses en termes de ressources humaines dans la santé. Aujourd'hui, tout ça, il faut former des gens à la prise en charge des urgences, à la gestion des risques, à la gestion des catastrophes. Il y a encore, on a vu qu'il y a encore des problèmes sur la question même du médicament.
Hein? Il y a eu la polémique sur la chloroquine. Voilà, il y a eu un ping-pong entre le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche. Jusqu'à aujourd'hui, pas un seul comprimé de chloroquine n'est encore sorti des usines, à moins que je me trompe. On attend encore de l'extérieur. Donc, on doit renforcer le système national de distribution du médicament. Ensuite, sur les questions de gouvernance sanitaire. Donc, on est très content de voir que les autorités sanitaires sont à l'œuvre. Mais il y a encore un gros travail. Il y a un gros travail sur l'après-Covid. Et si on parle d'aujourd'hui, ça renforce... vous savez, moi, je travaille en entreprise. Et mon directeur, le directeur général, sur la crise du Covid, a pris un certain nombre de mesures, et ça, en créant un comité de crise, en renforçant le système de santé portuaire de l'entreprise, je parle de M. Cyrus Ngor, en renforçant le système de santé, en faisant un certain nombre de réflexions sur le centre médico-social, en mettant tout en place pour que l'après-Covid, qu'on a un héritage pour dire que c'est le Covid qui nous avait aidés à mettre ces structures en place. Et c'est ce que nous voulons également à l'échelle nationale. Les cas Cuba et Madagascar, vous parlez-il? On va rappeler que là-bas, on parle de grandes avancées en termes de recherche du médicament, à même de sauver l'Afrique du coronavirus. Alors, moi, au risque, je peux blesser à la limite les susceptibilités, notamment des médecins, en rappelant que dans une autre vie, on devrait savoir que je suis un bon médecin. Dans une autre vie. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais dans mon village, j'étais soignant. Nganga. Pas Nganga, soignant. Je suis quand même, c'est ma spécialité. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut que le docteur rappelle que les structures qu'il appelle de tous ses voeux existent. À l'époque, quand nous étions plus jeunes, il a parlé du district de santé, il y avait un chef du district de santé qui faisait des choses différentes de ce qui se fait aujourd'hui. Même le médecin-chef de l'hôpital dans mon village faisait autre chose que ce qu'il fait aujourd'hui. Il est confiné à l'hôpital, alors qu'on l'a toujours vu derrière, à la suite du chef de district ou du sous-préfet quand il y a des descentes. Et la santé, tout ne se passait pas seulement à l'hôpital à l'époque. Depuis l'école primaire, il y avait tout un lien avec le district de santé, tout un lien avec le médecin-chef de l'hôpital d'arrondissement à l'époque. Ça fait beaucoup d'années. Quand vous allez voir l'organigramme du ministère de la Santé, qui est un organigramme néocolonial, il faut permettre que je parle comme ça, mais c'est un organigramme néocolonial. Ils sont allés regarder à quoi ressemble l'organigramme du pays que vous connaissez. Ils ont mis toutes ces directions-là qui ne sont pas opérationnelles au sens vrai du terme. Vous allez venir à la médecine traditionnelle, vous parlez de Cuba, vous parlez de Madagascar. Alors, on ne peut pas imaginer un pays souverain qui ne peut pas activer un levier souverain pour soigner ses malades. Un pays où les pharmaciens, pour l'essentiel, sont en confusion de rôle avec tous les agents qui vendent les médicaments dans les officines. Vous allez à la pharmacie, vous avez un pharmacien, vous avez toute autre personne là qui se comporte aussi comme n'importe qui vend dans une pharmacie. Ça, c'est vrai aujourd'hui. Vous avez une direction, moi j'ai discuté à l'époque avec le directeur de la médecine traditionnelle, quelque chose comme ça, on était dans un débat public, on avait pris l'exemple de l'autopsie. Quand vous avez quelqu'un qui décède au Cameroun, on appelle le médecin légiste, et sur les certificats de gens de mort, il y a toujours la même chose, mort des suites d'arrêt cardiaque. Les gens meurent des suites d'arrêt cardiaque comme s'il y avait des morts dont le cœur ne s'arrêtait pas. Ça, c'est typiquement camerounais et francophone. Alors, vous avez un pays des pays où le médecin qui est né à Balengo comme moi, qui a été soigné au village comme moi, vous dit que j'ai le docteur Tafen qui participe en tant qu'expert, l'un des meilleurs au Nigeria aujourd'hui à la riposte. C'est lui qui forme au dépistage au Nigeria, qui est camerounais, qui a fait des études au village et on était allés au Nigeria ensemble. C'est lui qui est parmi les plus grands experts de ce pays-là. Lui-même, il conteste la médecine qu'il a vu naître, la médecine qu'il a soignée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Donc on a réussi, c'est-à-dire
le caractère néocolonial de la formation de la plupart de nos médecins a détruit le pays. Vous avez des médecins qui sont incapables de savoir que en dehors du médecin, il y a d'autres personnes qui participent à la chaîne de santé. Je suis très content de suivre un médecin gabonais parler comme ça. Quand vous voyez, j'ai suivi le ministère de la Santé et de la Santé publique en France. Ceux qui copient ici comme des automates ne se demandent pas pourquoi est-ce que ce ministère-là est le ministère de la Santé et non le ministère de la maladie. Maladie. Santé et santé publique. Ils ont dit ministère et de la santé publique. Donc ça veut dire que c'est des choses différentes qu'il faut intégrer dans... alors, depuis qu'on parle de... Très rapidement, Denis, parce que... On va parler de Madagascar. Dans mon village, il y a une opération où l'autorité administrative, avec les forces de l'ordre, sont allées détruire un champ d'Artémisia pour prétexte que c'était du chanvre indien. Ça date de d'un an ou 2 ans. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait à dessein. C'est parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Et vous avez des Camerounais qui vont dire que tel est un ganga ou mabou. Moi, je me considère un peu plus qu'un médecin parce que le médecin pose seulement diagnostic, alors que moi, je suis médecin traitant. Je suis pharmacien parce que je peux fabriquer le médicament. Ça, il faudrait qu'on s'achemine vers ça pour que... Je vais dire un mot sur la question de Madagascar. Je vais dire... Très rapidement. Oui, rapidement pour dire quoi. Aujourd'hui, avec l'effet médiatique sur la question de l'artémisia à Madagascar, c'est-on l'impression de découvrir l'Amérique. Mais pourtant, on va signaler que l'OMS a finalement validé ça. On n'a pas besoin d'eux. Non, c'est pas l'OMS qui va... Je dis rapidement quelque chose. C'est-à-dire, l'artémisia n'est pas une invention lunaire. L'artémisia est utilisée depuis des millénaires en Chine. Et tout le monde... Nous tous ici, nous avons déjà utilisé l'artémisia. Et c'est d'ailleurs... Oui, exactement. Ça fait plus de... Parce que ça fait... On a pendant 50 ans... On a pendant 50 ans traité le paludisme avec la quinine et ses dérivés. Et les solutions amères, comment dire. Et la quinine et ses dérivés. À un moment, on a observé des résistances. Et maintenant, quand l'OMS a observé des résistances, on a donc eu... Par chance ou tout, on a réveillé donc l'artémisinine qui s'est donc retrouvée donc comme la solution tout ça ultime contre le paludisme. Au début des années 2000, si les gens se rappellent, on ne prescrivait que l'artémisinine en comprimé. Hein? Vous aviez le Cotexin. Vous dites que le Madagascar... Non, vous avez le Cotexin. Non, je finis 2 secondes. Oui, on avait le Cotexin, l'Artem, un certain nombre de choses. C'est quand, pour protéger le médicament, pour protéger l'artémisie, pour qu'il n'y ait pas de résistance, l'OMS a demandé en 2017 qu'il y ait des combinaisons. Et c'est donc comme ça là que, par exemple, le Cotexin est devenu le Diocotexin, l'Artem est devenu le Coartem et un certain nombre de choses. Je pense peut-être que la communication est incomplète. L'OMS a des craintes que si c'est l'artémisine qui est le seul joyau, qui est le seul outil, qui est la seule arme pour lutter contre le paludisme, on développe des résistances, alors on sera désarmé parce que le paludisme reste encore la principale cause de mortalité. 2019, le Cameroun, il y a 45 000 personnes qui sont mortes du paludisme, une augmentation de 1000 personnes, 1200 personnes par rapport à 2018. Donc ça reste encore quand même la cause de santé publique. Qu'est-ce qu'on retient donc? On retient que je pense que j'aime bien le président malgache, c'est quelqu'un de sympathique et tout. Je pense qu'il a juste taper un coup de pied dans la fourmière pour que les gens se réveillent un peu et tout. Mais en faisant des analogies, si Raoul a pris la chloroquine qui soigne le palu pour traiter le coronavirus, moi aussi je prends un traitement qui soigne le palu pour traiter ce même coronavirus. Et donc, mais, je le dis encore, c'est un biais d'observation. C'est un biais d'observation. Le nombre de personnes, c'est-à-dire que la morbidité et la mortalité, elle est très faible. Voilà. Si moi j'aimerais qu'on teste ce médicament en Italie, en France et tout ça, où l'impact de la maladie est plus fort. C'est pour ça que je reste encore réservé. Je suis content que ce débat soit posé sur la table pour que les politiques publiques en termes de recherche clinique se réveillent, mais je reste prudent par rapport à l'engouement. Le message est passé. Merci.
merci Dino Kwebo, merci Dr Roger et toi. J'imagine que c'était déjà très passionné ici. On espère qu'on en reparlera dans nos prochaines éditions de cet hebdo. On va remercier Eric Gando qui a une fois de plus assuré la réalisation. Tibi Emmanuel, son affaire c'était les caméras ce jour. Il a aussi assuré le son tout comme Eric Gando. Rediffusion de cet hebdo ce soir dimanche 20h30 et puis demain lundi 13h30. Restez fidèles mesdames, messieurs, le programme se poursuit. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.